Sunday Production. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Je suis avec Mathieu Stéphanie aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Salut Arnaud. Est-ce que tu te souviens Mathieu de notre première conversation ? Bah écoute... Pas les premiers contacts, parce qu'on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros, mais notre première conversation. Je suis pas sûr. Alors, les premiers contacts, j'ai été meilleur que toi. T'as été meilleur que moi. Parce que je t'ai dit, Grégory Molévier-Ville, un des tout premiers podcasts autour du sport que j'enregistrais, de changement de vie, type que j'adore, que je vois pas assez d'ailleurs. Mes premières conversations, je suis pas tout à fait Première sûr. conversation, c'est toi qui m'appelles. Ouais. Et en fait, je décroche en pensant que c'était quelqu'un d'autre. C'était vers Station F. Ok. J'étais à la bourre à un de mes rendez-vous. Et en fait, j'ai raccroché en me disant je suis passé pour un gros connard, clairement, puisque tu m'as appelé pour me remercier. Je t'avais envoyé le récit d'aventure aux États-Unis. Ah oui, très bien. Ok, je me souviens, j'avais adoré, je l'avais dévoré. Un matin, et tu m'as dit est-ce que tu sais qui est au téléphone ? Et j'avais dit en fait, c'est le rendez-vous que j'arrive, j'ai 5 minutes de retard, mais je suis juste là. Et tu m'avais dit non, c'est Mathieu. Et on avait discuté rapidement et en raccrochant, je m'étais dit, voilà, quiproquo de ouf, mauvaise a priori. Donc écoute, bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Alors ça fait longtemps effectivement qu'on échange depuis de nombreuses années. Une de mes premières questions, c'est comment tu réussis à trouver le temps justement de dire oui, parce que tu viens sur le podcast Ultra Talk, mais je sais que tu donnes aussi beaucoup de ton temps pour d'autres podcasts, tu réponds présent, tu es très disponible. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps avec tout ce que tu fais ? Alors déjà, je vais te répondre que c'est une totale fable. Je ne gère pas du tout bien mon temps et je suis disponible pour rien du tout. Et tous les gens qui t'entendent dire ça, qui pourraient t'entendre dire ça, vont se dire non, mais c'est. Donc je vais pas mentir pour commencer. La deuxième, c'est que alors on l'a décalé déjà celui-ci une fois exact. J'essaye de pas trop décaler. Ça, c'est un truc que je fais. En revanche. Tu vois, quand je prends un engagement, je m'y tiens. Je fais très attention à ça. J'aime pas les gens qui me décalent, qui te plantent aussi. Mais surtout, après, il y a des trucs de cœur. Tu vois, moi, je sais que notre relation, depuis le début, elle est super saine, beaucoup de kiff mutuel, respect, etc. Et donc, tu vois, j'ai envie, je le fais. Mais il n'empêche que quand ma productrice Clémence, qui écoutera peut-être ce truc, qui va me fumer parce que je la démonte au passage, me dit mais d'où t'as accepté ce podcast ? C'est un peu ma bras droit aussi, même plus qu'un peu, et gauche, sans m'en parler. Et je lui ai dit non mais Arnaud, je devais dire oui, il n'y avait pas le choix de toute façon. Donc de toute façon, tu fais comme tu veux. Donc voilà, donc il y en a sur lesquels je dis oui, il y en a quand même beaucoup. Et là, tu vois, je suis dans une période où avant 2024, je crois que c'est le dernier que je fais. Parce que après j'ai aussi l'impression de plus rien avoir de nouveau à dire, tu vois, je veux aussi vivre des expériences pour pouvoir les raconter. Mais c'est aussi un vrai challenge pour moi, parce qu'effectivement tu en donnes beaucoup, donc mon objectif c'est d'essayer de comprendre, d'apprendre et de te faire parler d'autres choses, d'anecdotes, de choses comme ça. Donc c'est effectivement, je te rejoins, c'est bien d'en donner, mais trop effectivement au bout d'un moment tu dois avoir l'impression de raconter la même histoire et c'est ton histoire, donc je peux totalement comprendre. Donc on va essayer d'aller sur des sentiers sur lesquels on n'aurait pas exploré. Et donc je vais aussi aller sur cette question, c'est pour les personnes qui se disent mais qui est Mathieu Stéphanie ? Est-ce que tu peux te présenter Mathieu ? Écoute, je suis un homme chanceux déjà, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Il faut, je crois, être conscient de ça. Est-ce que tu sais combien de personnes dans le monde gagne quel est le salaire alors attends que je dise pas de conneries, gagne les foyers qui gagnent plus de 35 000 $ par an. C'est genre 1% des habitants de la planète. Tu vois, dans nos auditeurs, je pense qu'on fait quasiment tous partie de ce pourcent, tu vois. Et il faut déjà se rendre compte de ça. Ouais, juste ça. Donc voilà, je suis un homme chanceux. Je suis né dans le bon côté de la planète, avec des parents aimants, etc. Et je suis entrepreneur. Je travaille pas mal dans la tech. Et je suis curieux. Ça, je crois que c'est une grande qualité. J'ai découvert. C'est la curiosité qui t'a amené à construire je crois que ton fil rouge, ton fil de vie, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais... La curiosité, je crois que j'y peux rien, ça c'est vraiment moi, je ne peux pas la retenir.
Et après, j'ai compris assez vite, je crois aussi grâce à une éducation bien faite, je crois, que la confiance, être quelqu'un de crédible, en qui tu peux, tu vois, vraiment... La confiance que l'on donne ou la ouais. confiance en soi? Non, les deux. Je pense que les deux, d'ailleurs. Mais c'est lié. Je pense C'est souvent lié, oui. En tout cas, si quand tu donnes un rendez-vous, tu le respectes. Je suis souvent en retard, je l'ai été aujourd'hui, mais ça, c'est... Bon, ça fait partie c'est ça ok, va, au moins je suis là. Acceptable. Mais en revanche, la confiance, tu vois, voilà, je base tout depuis quelques années, depuis longtemps, mais je l'ai matérialisé depuis peu sur la confiance. Voilà, donc je fais des podcasts, Génération du Yourself, La Martingale, je fais des aventures entrepreneuriales, j'en ai créé 10, 15 au total, 10 sur les 10 dernières années, et j'explore des nouveaux sentiers. Parce que ça m'amuse. Si je te dis que Cosa Vostra, c'est l'aventure entrepreneuriale la principale, est-ce que je me trompe ou pas? C'est pas celle que je gère le plus, mais c'est la plus aboutie et c'est c'est la plus importante en nombre de salariés. C'est celle qui me tient à cœur aussi parce que c'est vraiment une aventure collective extraordinaire. J'en suis plus que le président. Je suis plus le CEO, c'est Laurent Kretz, mon associé, qui lui-même anime un super podcast qui s'appelle Le Panier sur le e-commerce, qui est le CEO. Mais oui, c'est vraiment une société dans laquelle j'ai donné tout mon amour et dans laquelle aussi je donne encore beaucoup. Tu vois, ce matin, j'ai fait 2 rendez-vous pour Cosa Vostra. Et c'est pareil, c'est une entreprise qui est basée totalement sur la confiance et qui fonctionne bien comme ça, avec des clients. C'est une agence digitale. Voilà, j'allais te demander justement de creuser un peu, parce qu'à Cosa Vostra, il y a Alvo que tu as créé tout dernièrement, et puis il y a le podcasting, on en parlera, il y a Orso Média également. Donc si tu pouvais nous donner la vision, la mission de ces 3 entités, peut-être principales pour toi. Écoute, donc Cosa Vostra, c'est une agence digitale qui accompagne ses clients... je pourrais dire dans le turfu au sens large, dans du conseil d'abord, de la création du design de site et après de la création de contenu. Donc on travaille pour Tagueur, on a travaillé pour Google, Microsoft ou Salesforce, on travaille pour des grandes marques françaises. Là je te parle de grands parce que c'est les plus connus, mais notre sweet spot, si je puis dire, sont des grosses TPE ou des PME, tu vois, qu'on arrive bien à accompagner, à se transformer, qui veulent se transformer digitalement. Et ça, on est vraiment très fort avec des clients sur lesquels on essaie de travailler sur la durée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. C'est une centaine de personnes basées entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis. Voilà. Alvo, notre dernière aventure, c'est une société qui est une plateforme qui a pour objectif de mettre en relation des gens qui veulent vendre des sociétés, des gens qui veulent acheter des sociétés, des entreprises. Donc on est ce qu'on appelle une marketplace B2B dans la fusion-acquisition, le M&A. Donc moi je pense, ma thèse là-dessus, c'est qu'on vient d'un monde où pendant 10 ans on va dire le triple mot-clé, c'était la Startup Nation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la seconde main des entreprises, ou potentiellement de la troisième main, mais c'est l'ère où on comprend que racheter des entreprises, c'est vraiment quelque chose de passionnant, potentiellement de plus intelligent que la startup, même pour l'acquéreur, de plus valorisable, et aussi pour les gens qui ont bossé 10, 15, 20 ans en entreprise, recommencer de zéro, ça n'a aucun sens. Ils seront meilleurs dans une boîte qu'ils achèteront même 3, 4, 5 millions d'euros. Alors tu peux dire, mais j'ai pas les moyens, mais on trouve toujours les moyens. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà. Et le dernier business s'appelle Orso Média. Alors c'est un peu plus ancien. J'ai monté ça avec Christopher Siminelli, qui est l'ancien patron de BFM Business et de 01net. Et on appelle un MCN, ou un label, un multi-channel network. C'est inspiré par ce que faisaient beaucoup d'Américains, ou en France, Squeezie, Cyprien, Norman, et qui s'alliaient pour être représentés auprès de sponsors et grossir tous ensemble. Donc nous, on fait ça surtout sur l'univers du podcast et dans les univers de l'entrepreneuriat, des finances perso. Et tu utilises souvent le nous. Est-ce que tu as déjà fait des projets seuls ? Génération du Yourself, c'est un projet que j'ai fait seul. Je suis pas. Tu nous expliqueras justement effectivement d'où ça part. Je suis vraiment un joueur d'équipe. Je m'ennuie. Alors peut-être qu'on a un peu ça aussi dans peut-être à part dans le sport, où je crois que je suis assez content d'avoir ma petite bulle solo maintenant. Mais alors que paradoxalement, je viens du sport collectif plutôt et que voilà. Mais
en entreprise, j'ai essayé d'être seul et c'était angoissant, effrayant, nul. Alors, ça m'a pas plu. On va parler du sport bien évidemment, mais là on est sur la partie entrepreneuriale avant de rentrer, de rembobiner comme je fais systématiquement l'histoire. Mais est-ce que tu as eu des ratés? Parce que là tu nous parles beaucoup c'est des succès très clairement, les entreprises dont tu nous parles, les projets dont tu nous parles avec tes associés. Mais est-ce que généralement tu sais quand tu as une réussite ou plusieurs, avant ça n'arrive rarement, ça n'arrive pas par magie comme ça, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'échecs parfois. Est-ce que dans ton parcours il y a eu des ratés? Alors pas forcément des ratés, mais... Si, j'ai eu des ratés, mais juste, il faut être très clair. Hein. Tu sais, on parle, pour certains, c'est très abstrait. On parle de l'entrepreneur, de l'itération, de l'apprentissage, de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu convenu, etc. Il faut juste se rendre compte que, pour moi, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui sont le plus résilients, qui sont plus les durs à cuire de l'échec, en fait. Moi, mon parcours, je passe ma vie à me planter et c'est pas du tout, je raconte pas ça pour déconner. Enfin, je veux dire, l'année dernière sur Cosa Vostra, on a dû se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. C'était affreux. C'est un échec, mais de ouf en fait. Et je te dis pas ça, j'ai aucune fierté de tout ça. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Et au bout de 9 ans, on a fait une année moins bien. Puis tu te retrouves, tu vois, et on était toujours en croissance. Hein, c'est ça le pire, c'est que c'est pas, tu sais même pas qu'on était, on était en crise, mais parce qu'on avait trop recruté par rapport à, on espérait faire 50% de croissance, on a fait que 25. Et donc du coup, ça a calé. Et en fait, quand t'arrives là, putain, je veux dire, tu peux planter des petites boîtes solo, tu t'en fous en fait, ça c'est pire que tout. Oui, mais là tu as des gens avec toi, des équipes. Alors après, j'espère, on a essayé de le faire de manière intelligente, humaine et graduelle, tu vois, mais il n'empêche que dans toutes ces personnes, il y en a qui m'en veulent, qui nous en veulent, je pense, et t'y peux rien. Il y a un moment quand tu dis à des gens, je suis désolé, en fait on va pas pouvoir la décision doit être prise à un moment donné. Donc des échecs, on en a tout le temps. Et moi, dans un monde meilleur, j'emploierais tout le monde, les 100% des habitants du monde, et puis je leur dirais, tu vois, c'est pas possible. Donc voilà, ça, il faut être là-dessus. Après, ma toute première boîte, Citizenside, que j'ai créée en 2005, que j'ai quittée en 2010, on a fait un petit cash-out. Tu vois, c'est un truc qui m'a permis de faire un bel apport pour m'acheter un appart à Paris, donc c'est pas rien. Mais à la fin, la boîte a été cotée en bourse à Sydney quand je l'ai quittée. Il me restait un petit peu, puis elle s'est plantée magistralement, mais moi j'étais plus dedans, donc à la fois c'est pas vraiment moi qui l'ai plantée, elle est passée par des hauts débats, mais bon, c'était pas, tu vois, je suis pas sorti, j'ai pas fait Google quoi. J'avais suivi l'histoire de cette structure. Hein. Est-ce que tu te considères comme un avant-gardiste ou un précurseur, ou en tout cas quelqu'un qui sent les tendances à venir? Alors, parce que on va parler du podcasting, mais il n'y a pas que ça. La société dont tu parles, qui mettait à disposition du contenu fait par des amateurs, hein, je crois, c'est ça. C'était hyper innovant là, à l'époque. C'était hyper innovant. Voilà. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui, tu vois, tu arrives à sentir les tendances comme ça? Alors là-dessus, je prends toujours des pincettes parce que tu es toujours un peu le nul de quelqu'un, tu vois, et je vois toujours des gens. Laurent Kretz, mon associé dont je parlais, est souvent meilleur que moi là-dedans. Et puis j'en connais qui sont encore meilleurs que moi. Mais parmi ceux-là, il y en a aussi beaucoup qui sont très forts pour déceler les tendances et on échange, on s'entend bien, etc. Et je crois qu'on se respecte mutuellement. Moi, dans ces tendances, souvent j'arrive à 1, 2, 3, 4 mois après. Mais bon, sur l'ère des réseaux sociaux, quand tu arrives sur Twitter en mai 2007, alors qu'il y en a qui disent putain, moi je suis janvier, à l'époque c'était une éternité. Tu vois, t'arrives en mai, t'étais vraiment un gros loser, quoi. Et mai 2007, aujourd'hui, tu vois des gens. Donc oui et non. Et c'était pareil sur Facebook. J'étais très tôt sur Insta, très tôt. Bon, et pour autant, il y a plein de gens qui sont arrivés en 2015 sur Insta et qui ont fait fortune grâce à Insta. Oui, complètement. Donc, faut faire attention à, tu vois, on peut se targuer de ce genre de choses. Moi, je crois que je suis assez doueur dans tout ça, curieux, je te le disais. Donc, je rentre là-dedans, j'essaye, et voilà. Et j'ai réussi en étant doueur dans tous ces réseaux sociaux, dans toutes ces tendances liées à le Web3, etc. Le Web3, je m'y suis mis tellement trop tard. Et le Web3, si je m'étais mis potentiellement 2-3 ans plus tôt, je serais dans l'espace, là, tu vois. Littéralement, hein, je volerais autour de j'aurais pris ma place dans l'ISS, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours être un peu en retard. Ce qu'il faut surtout, c'est te dire, ok, je teste des choses, je regarde ce qui se passe, je teste.
quand j'aime bien, je teste à fond, et c'est ce qui m'est arrivé dans le podcast, tu vois, plus qu'ailleurs. Tu es plutôt dans la phase de test ou tu es plutôt la personne qui te dit ça, je le sens, ça me plaît, on y va à fond. Toi, tu es plutôt dans, ça me plaît, mais on teste et on. Ouais, je teste. Il y a la part d'émotion, mais il y a aussi le côté raison qui est là. Bah, oui, un minimum en fait. Oui, un minimum. Après, ce qui fait que typiquement, c'est aussi pareil une force et une faiblesse. Je pense que ça te donne de la résilience. Et puis voilà, la faiblesse, c'est que je pense que celui qui voit, qui est passionné, qui va à fond tout de suite, c'est celui qui était en 2013 sur Bitcoin, tu vois. Et moi, je regardais ça, je me disais, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi, avec leur truc enfin, tu vois. Et il a fallu qu'on me l'explique 20 fois pour un moment me dire, au début, j'aimais le concept, tu vois, je trouvais ça rigolo. Mais sans plus. Non, mais je me disais, bon, ils sont sympas, c'est des allumés, tu vois, mais bon, tu vois. Bon, on va rembobiner un petit peu l'histoire, sinon on va dérouler le film. Et j'aimerais bien qu'on rembobine et qu'on revienne à Cherbourg, puisque l'histoire commence là-bas pour toi. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton enfance. On va faire le lien aussi avec le sport, parce que ta relation avec le sport commence là-bas également. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, tout ça est loin de Paris, hein, on parlera de ta montée sur Paris, mais parlons un petit peu de tes années, justement, Cherbourg, ton enfance. Tu dis sur Paris, toi. Sur Paris, moi, tu sais. Toi, t'as pas grandi à Paris. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est comme ça. Je ne suis pas ici, je ne suis pas à la capitale, donc je vais sur Paris. Mais je le dis plus, moi, du coup, parce que je suis devenu parisien. Je suis désolé. Non, il faut surtout pas s'excuser d'être. C'est moi qui dois être désolé d'être devenu parisien, pour certains en tout cas. Écoute, j'ai grandi à Cherbourg, qui est une ville qui est loin de Dieppe, contrairement à ce que beaucoup de Marseillais peuvent penser. Au moins 5 heures de voiture, de Dunkerque, tout ça, c'est très loin. C'est aussi finalement assez loin de Brest. C'est loin de tout. C'est loin de tout. C'est vraiment loin de tout. Cherbourg, c'est vraiment, si tu n'as vraiment pas de choses à aller faire entre, tu vois, la centrale nucléaire, l'EPR de Flamanville exact. Ou Barfleur, qui était un très beau coin. Bon, t'iras jamais là-bas, à part par curiosité. Moi, je vous recommande d'y aller parce que c'est une région très très belle. Tu vois, il y a des gens qui vont en Écosse ou voilà. Moi, je vous dis juste aller déjà à Cherbourg. Je confirme. J'ai eu l'occasion d'aller rouler quelques fois là-bas ou aller faire des shootings. C'est vrai que le coin est super, mais explique-nous ta relation avec le sport. Hein, voilà. Pardon, je digresse. Écoute, j'ai grandi. Dans une famille, mes parents n'ont jamais été hyper sportifs, mais mes frères l'étaient, je crois. Je suis le plus petit d'une fratrie de 3 frères, donc, et surtout mon frère Pierre, avec qui je suis associé maintenant. Et on l'a fait pas mal. Mes parents me poussaient. Au début, je faisais de la natation. J'ai fait 4-5 ans de natation, puis j'ai arrêté. Je me souviens des enfers des profs que j'ai revécu récemment de natation. Tu nages un peu, toi ? Pas du tout. C'est pour ça que je fais pas de triathlon, d'ailleurs. Affreux, la natation. Non, mais c'est génial. Mais en revanche, quand tu as la technique, quand tu n'as pas la technique, ça s'apprend. Ça s'apprend. Non, mais c'est tellement bien. Ça, on va en parler, Arnaud. C'est tellement bien. Mais en revanche, le maître de natation est quelqu'un d'absolument sadique. C'est quelqu'un qui veut te faire souffrir. Moi, je me souviens de cette barre métallique pour justement t'apprendre à nager. La perche, bien sûr. Ouais. Ça. Et donc ça, c'est vraiment quelqu'un, mais jusqu'au bout, je pense qu'ils prennent un malin plaisir à te flinguer. Donc j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop dur. Je fais un peu de tennis et tout. Et après, j'ai fait 2 trucs que j'adore toujours, mais que je ne pratique plus vraiment. Du surf et du hockey sur glace. Le surf, j'en ai fait beaucoup avec mes frères, mais c'était une époque où personne surfait. Enfin, le concept même du cours de surf m'est totalement étranger, tu vois, je trouve ça bizarre. C'est vraiment pour moi un truc qui s'apprend tout seul, mais en fait non, plus maintenant, et c'est tant mieux. Et du hockey sur glace, qui était là vraiment mon sport de club, où très tôt j'ai un amour démesuré, une passion totale pour ce sport qu'est le hockey sur glace. Donc tu as arpenté la patinoire Chantereine à Cherbourg, c'est ça ? Tu as porté le maillot des Vikings. Ouais. Alors j'ai eu le maillot des Vikings, et les Vikings, quand je suis passé pro, se sont plantés l'année d'avant. Tu sais, c'est toute une époque où beaucoup de clubs, notamment dans les sports de glace, mais le hockey, faisaient faillite. Et donc l'année pro, je préférais les Vikings, mais j'étais au NC Hop, le Nord-Cotentin Hockey Plus, non pourri, mais qui était bien. Mais en effet, pendant quelques années, j'étais dans le club des Vikings, le Cherbourg Hockey Club, le Choc. C'est vrai que le hockey, c'est un sport hyper intense. Quel poste tu occupais ? J'étais défenseur droit principalement. À mon grand regret, je sais pas. J'ai trouvé ça très dur d'être défenseur. J'ai vraiment, c'était bien, mais
C'est ingrat, c'est tellement ingrat. C'est très ingrat. Mais par contre, alors j'ai joué moi 2 ans, donc j'ai une petite idée. T'as joué à s'entraîne ? Non, pas du jamais. tout. Non, moi j'ai joué en loisir vraiment juste pour l'hiver, pour me préparer ma saison justement de vélo, parce que je trouvais ça hyper cardio. Par contre, je me suis éclaté. Mais c'est vrai que le défenseur, pour moi, c'est le socle en fait. C'est de là où tout part. Ouais. Tu vois, c'est de là où tout part. C'est des gens qui sont généralement techniquement hyper à l'aise, et le patinage en hockey sur glace, la technique elle est incroyable. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé en CM2, donc je devais avoir 9-10 ans. Ouais, parce que pour acquérir cette technique, tu vois de ce dont je parle, hein, il y a vraiment une technique très particulière, et ça prend des années au hockey sur glace. Et le défenseur, alors notamment, tu patines beaucoup plus en arrière que l'attaquant, donc en effet la marche arrière pour moi c'est vraiment un truc... La marche arrière, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, que j'ai beaucoup travaillé. Mais tu vois, quand je te dis que j'étais passionné, je crois que, tu vois, je ne l'ai jamais trop raconté. Je ne sais pas, j'y ai repensé récemment parce que j'en parle. Je vis ça au travers de ma fille qui fait du foot. Et je lui dis, mais il faut que tu fasses plus. Elle veut être pro. Je lui dis, mais il faut que tu fasses plus, en fait. Tes entraînements, c'est bien, mais moi, je passais... Littéralement, j'exagère pas du tout. Tu demandes à ma mère. Je passais mes mercredis après-midi, mes samedis après-midi, mes dimanches après-midi. Mais l'intégralité du collège et une bonne partie du lycée à la patinoire, en séance publique, à draguer. En plus des entraînements. À draguer, à faire le con, comme tu savais bien faire la marche arrière, comme on dit. Ça marche au bout d'un moment. Non, mais voilà. Ça devait épater, effectivement. C'était l'endroit où on pécho, mais ça marchait bien. Mais surtout, voilà, c'était bon. Mais c'était chez nous, tu vois. J'y étais tout le temps. Tout le temps. Et jusqu'à quel âge ? Parce qu'effectivement, à un moment donné, cette carrière de pro s'arrête, mais... Jusqu'à quel âge tu étais en division 2, je crois, hein ? Ouais, en fait, on était techniquement, je pourrais dire en division 1, puisque au-dessus, il y avait Ligue Magnus. Exactement. Donc à l'époque, je ne sais plus si elle s'appelait, c'était Elite ou je ne sais plus, mais c'était peut-être même avant la Ligue Magnus. Mais en l'occurrence, c'était une sorte, ça s'appelait, je crois, la division 1 techniquement, mais je tricherais en disant ça. C'est possible, effectivement. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'étais pro pendant 1 an, l'année de mon bac, à 18 ans, dans un sport de second rang, en 2e division. Donc c'est quand même pas, tu vois, tu peux te dire c'est pas le... Et puis j'étais même pas, tu vois, pour être totalement honnête, moi j'étais pro techniquement, j'avais un contrat, j'étais engagé sur mes entraînements, j'avais des pénalités si j'y allais pas, etc. Et les gains que je faisais étaient liés au résultat uniquement. J'avais pas de fixe. En revanche, comme on a beaucoup gagné, je gagnais bien ma vie. Mais ta question était, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, c'était une période, non mais vraiment fantastique. Parce que c'est quand même un sport passion. Ça nécessite énormément d'entraînement. Tu passes des heures sur la glace. Tu fais des déplacements qui ne sont pas dans le petit village d'à côté. Mais tu traverses la France pour aller à Gap, ou dans les grands clubs. Voilà. Dis-toi que la patinoire la plus proche de Cherbourg, c'est celle de Caen. Caen, c'est à 1h30 de Cherbourg. D'accord ? La patinoire la plus proche. Ouais. Celle d'après la plus proche, elle est encore à 1h30 de Caen. Donc là, tu es à 3 heures de route. Non, c'est des déplacements très, très longs. Juste même quand tu es jeune, pour mes parents, mais c'est affreux. Ils ont été tellement extra. Alors, ils se relayaient entre parents. Mais tu vois, les matchs à l'extérieur qui étaient 1 semaine sur 2, quand moi, je me plains d'emmener ma fille à Bobigny ou je sais pas où, eux, ils faisaient 3h30 de route. Quoi. Allez, ça prenait littéralement ton dimanche entier. Mais tu gagnais. C'était parce que on gagnait pas mal. Non, mais au début, en plus, je pense que c'était aussi ça. Ce que je disais, c'est que j'étais pas parmi les pros. Enfin, à la fin, moi, j'étais dans les jeunes. J'étais en junior techniquement, donc je jouais avec les seniors. Mais les pros, je jouais avec Robert Chopinski qui avait fait 7 championnats du monde, 3 JO, un Polonais. C'était mon défenseur gauche, c'était mon binôme, quoi. Je jouais avec des mecs qui étaient monstrueux quand même. C'est un gros engagement physique, le hockey. Ouais. Ça veut dire beaucoup d'heures en salle. En salle, beaucoup de muscu. Non, mais l'engagement était fou. Je faisais l'année de mon bac au moins 20 heures de sport par semaine. Et t'étais bagarreur ? Non. Enfin, au hockey sur la glace un peu. Mais hors glace, non. C'est un sport dans lequel il y a de l'engagement. Mais j'étais stock, mais t'as pas idée. Là, je suis un gringalet, quoi, par rapport à. J'étais, mais comme ça. Plus avec les équipements et tout. Ouais, mais hors équipement, c'était. C'est assez marrant. Mais j'ai adoré. J'ai joué, tu vois, je faisais mes stages aux États-Unis.
T'as un souvenir à nous partager sur ça, vraiment un moment d'émotion qui est pour toi quelque chose que tu as pu même embarquer dans tes aventures professionnelles, tu vois, une émotion qui génère quelque chose que tu puisses transposer et t'appuyer au niveau professionnel. Mais s'il y avait un moment d'émotion comme ça, c'est un match, J'en ai eu tellement, mais tu sais, on jouait, moi j'ai vécu au moins ça dans ma vie. C'était à Cherbourg, c'est petit les patinoires en France, tu vois, c'est une patinoire qui devait faire 1000 ou 1200 places dans les limites de sécurité, et on jouait fréquemment avec 1800 ou 2000 personnes. C'était c'était la marmite, le machin, c'était de la folie. T'as 18 ans, tu joues là-dedans, enfin, tu vois, on signait des autographes, quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Et alors que bon, ce n'est que du hockey sur glace, encore une fois, mais c'était vraiment très cool. Donc ces émotions, elles venaient quand même week-end après week-end, des grosses responsabilités, de la vraie joie d'équipe, des vrais... mais voilà, mais c'est vrai que c'est un sport qui a occupé mon cerveau tout le temps. Les émotions, après, j'en ai eu aussi en tout cas des plus difficiles. Moi, j'ai arrêté sur un conflit un peu avec mon entraîneur. J'ai vécu ce que c'était que de faire du banc pendant les 5 ou 6 derniers matchs de l'année. Ça veut dire que sur les lignes, tu montais pas sur les lignes ? Non, j'ai fait un déplacement à Aix-en-Provence de Cherbourg. C'est hyper frustrant, ça. Sur lequel, en fait, j'ai fait banquette, comme on dit, quoi. Donc, t'arrives, tu t'entraînes toute la semaine, t'arrives, et puis comment tu réagis face à ça ? C'est-à-dire que là, tu demandes à l'entraîneur, explique-moi ou... Mais t'es super révolté. Et c'est hyper dur parce qu'en fait, il y a des gens, et je pense que c'est sain d'être révolté. Il y a des gens, tu vois, je vois Kurzawa au PSG qui n'a pas joué depuis 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Quel signe on envoie, effectivement. Et en plus, quel message on envoie. Honnêtement, j'ai aucune leçon à donner à Kurzawa, que j'aime bien en plus par ailleurs, tu vois, c'est pas le sujet. Je me dis, mais mec, tu joues pas. Va ailleurs, va gagner moins, c'est pas grave. Enfin, tu vois, tu peux pas. Puis même pour tes coéquipiers, quel message tu envoies ? Parce que pour hockey sur glace, ce qu'il faut expliquer, c'est que tu as effectivement des lignes, la ligne numéro 1, 2, 3, en fonction de si l'effectif est garni ou pas. Et tu joues 1 minute à peu près par ligne. Tu joues 1 minute à bloc, et tu tournes, et c'est 1 minute à bloc. Et donc, ça veut dire que généralement, tu peux pas tu utilises tous tes joueurs. T'as au moins les 2 premières lignes qui jouent, ça c'est sûr. À bloc, voilà. Et de fait, moi je me mets à la place de tes coéquipiers qui te voient toi sur le banc à chaque fois, même le message pour eux en tant qu'entraîneur, il est pas forcément bon, quoi. Non, mais c'est terrible. Mais après, il y avait toujours des joueurs qui jouaient pas. T'as des remplaçants, quoi. Tu vois, il y en a toujours. Mais moi, j'étais toujours en première ou deuxième ligne. Je jouais toujours. Tu vois, et juste parce qu'à un moment on s'est engueulé à cause d'un but que j'aurais soi-disant pris, le mec qui remonte les histoires d'il y a 20 ans, affreux, et j'étais pas d'accord. C'est toujours là. Et dans une partie qu'on avait gagnée en plus, si tu veux. Qui est l'entraîneur ? Allez, vas-y. Non, mais en plus je le kiffe, c'est Fred Chesson, je le kiffe, il y a pas de souci, c'est juste des vieilles rengaines de clocher, mais tu vois, avec la presse de la Manche, le lendemain qui te met sur une erreur directe de Mathieu Stéphanie, tu vois, en citant mon coach, et tu fais mais pourquoi tu dis ça en fait ? Et typiquement ça c'est des émotions, tu vois, quand tu m'as demandé des émotions tout à l'heure, c'est ça qui est venu, c'est de la révolte, et puis je pense quand même une erreur de management de sa part, c'est-à-dire que tu peux me dire ça à moi, mais moi en plus il me l'avait pas dit à moi, tu peux me dire ça à moi entre 4 yeux et dire Mathieu t'as fait de la merde, tu vas pas, un coach il balance pas dans la presse sur une erreur directe d'Arnaud Manzanini, tu vois, ça marche. Ouais, je vois bien. Non, mais clairement. Donc ça tu l'as dit, hein, ça a provoqué. En vrai, ça fait partie. Ouais, c'était l'année de mon bac. L'année d'après, moi, je crois que j'ai toujours été parisien dans l'âme. Je voulais être à Paris. Ça, je voulais en parler parce que je voulais qu'on aille sur les études justement. Ouais. Qu'est-ce qui te fait monter à Paris ? C'est les études ? Une école de commerce qui s'appelle l'IPAG, qui est une parisienne. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des écoles de commerce. L'existence des écoles de commerce en peut-être janvier ou février de l'année de mon bac, si tu veux. Avant, je savais même pas que ça existait. Donc, j'ai postulé dans la seule d'ailleurs, je postulais pour l'ESCA. Il se trouve que je postulais pour l'ESCA d'Angers. Et puis, dans le même concours, il y avait l'IPAG et l'IESEG à Lille, que j'ai été pris dans les 3 et que j'ai dit, mais il n'y a pas moyen que ce soit pas Paris, tu vois. Parce que c'est vrai que dans certaines des échanges que j'ai pu entendre avec toi, tu disais moi je voulais toujours être dans le game en fait, et le game pour toi c'était être à Paris, c'est ça ? Ouais, et encore une fois c'est pour moi, hein. J'ai absolument, je me sens pas supérieur et je vois pas les Parisiens supérieurs. Très clairement. Moi mon game, en fait mon game il a été ton épanouissement tu le voyais là-bas. Paris, New York, Londres et encore plus Paris et New York. J'ai moins aimé Londres, tu vois, mais j'aime ces mégalos
métropole, j'aime les endroits où ça bouge. Mais j'aime plus Paris, quoi. Et New York, Londres, tu as essayé? Ouais, Parce qu'une fois que tu es venu à Paris, tu as peut-être fait quelques années à Paris. Un an à Londres et presque un an, 8-10 mois à New York. Et c'est à Paris que tu t'es senti le mieux? Ouais, j'ai adoré. New York, c'est fou. C'était fou. New York, j'étais à cheval sur 99 et 2000. C'était, tu vois, c'était ce que c'est toujours, je sais pas, mais c'était vraiment le centre du monde, tu vois. Et tout se passait là-bas. Tout. L'art, le sport, le business. Et quand tu y allais, c'était pour tester un an, voilà. C'est ça. Il n'y avait pas de j'aimerais rester. Si, après, j'ai que rêvé. J'ai que rêvé de New York. Et puis, il se trouve que le hasard des jobs m'a emmené à Londres, où je me suis dit ça peut être cool. Puis j'ai moins aimé. Je crois qu'on a une rivalité avec les Anglais qui n'est pas très saine. Que je regrette d'ailleurs, parce que je trouve ça un peu con, mais bon, c'est tellement des milliers d'années d'histoire. C'est quoi? C'est que la vision du business est différente, la manière de faire du business est différente? Je crois que c'est juste qu'on s'aime pas en fait. Non, mais j'exagère un peu, parce que j'aime beaucoup individuellement plein d'anglais, il n'y a pas de sujet là-dessus, tu vois. Mais tu vois, je relisais un truc sur le mondial de rugby. En fait, l'équipe anglaise, elle sait que c'est l'équipe à abattre pour les Français en France, quoi. En fait. Tu vois, on s'est battu pendant des milliers d'années. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Donc, quand tu arrives là-bas et que tu habites là-bas, en fait, ça se passe bien avec beaucoup, beaucoup de monde qui sont les Espagnols, les Italiens, les Américains, les trucs. Et les Anglais, ils t'aiment pas. Donc, tu peux rien, t'es français. Je comprends mieux pourquoi. J'ai réussi à implanter. J'ai essayé d'implanter 2 fois Race Cross UK. Et 2 fois, ça n'a pas marché, donc je comprends mieux. Non, mais ça peut marcher. Hein, et en fait, c'est pas toujours vrai. Mais après, les Anglais sont les premiers à être sortis du Brexit. Ils sont jamais rentrés dans l'euro. Ce sont des insulaires. Ils ont leur propre truc. Moi, j'ai des origines insulaires en Corse, où habitent mes parents désormais. Je vois le côté, tu le vois, la Corse et son envie d'autonomie. Souvent même un complexe, en fait. C'est un complexe. C'est se dire, en fait... et donc, je trouvais que l'Angleterre était moins sympa. Et puis quand je suis revenu à Paris, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait. De la chance qu'on a ici. Et je pourrais en parler des heures. Donc, Et alors, ton entrée dans le business, parce que comment on passe d'un hockeyeur avec plus de 20 heures de sport très intensif par semaine à rentrer dans le monde professionnel, comment tu as compensé cette période-là? Est-ce que tu continuais à t'entretenir? Est-ce que tu as vraiment tout coupé et mis toute l'énergie que tu mettais dans le hockey dans ton job? Comment ça s'est passé cette phase-là? Écoute, j'ai fait un tout petit peu. Bon, je continue à m'entretenir parce qu'il y a un moment où j'ai peut-être eu un petit moment moins, mais pas tant que ça. Je pense que ma période de New York, je faisais moins. Après, je m'y suis remis. Mais j'ai arrêté le hockey. J'ai fait 1 an de karaté et j'ai adoré parce que j'avais un maître qui était extraordinaire. Et puis tu devais être hyper gainé tout. Ouais, donc... Et en fait, il nous faisait faire des pompes et des abdos en fin d'entraînement, et c'était vraiment un mec qui était... Mais moi, j'étais pro, donc à un moment, en fait, je le prenais, quoi. Tu vois, vraiment, littéralement, on arrivait à se faire des 250, 300, 400 abdos d'affilée comme ça, comme des connards avant le premier karaté. Et après, j'ai repris le hockey à Boulogne, à l'ACBB, qui est un club que j'ai toujours aimé aussi. Il y avait les Français volants aussi, peut-être. De l'autre côté, ouais. Mais moi, j'habitais plutôt dans l'Ouest parisien, Boulogne. C'est des bons clubs également, très bons clubs. Et je me suis retrouvé à être en loisir et avoir l'équipe loisir, je sais plus, à 19 ou 20 ans, l'équipe pro, au-dessus, qui m'a dit, il faudrait que tu... Ouais, et tout, et puis... Déjà, je leur ai dit, je veux plus être défenseur. Tu vois, j'étais vraiment trop mat. J'aurais dit, ok, mais à un moment, t'avais envie d'être quoi? T'avais envie d'être attaquant? Ouais. Je voulais marquer des buts. Ouais. En fait, je m'étais dit, ça y est, j'ai fait mon deuil. Et puis voilà. Et puis après, en effet, je crois que mon énergie s'est petit à petit recentrée sur d'autres choses. L'envie de... J'étais curieux, j'aimais le cinéma, j'aimais l'image, la photo. Pas mal de trucs artistiques, et puis j'ai découvert petit à petit à New York en 2000 Internet. J'ai découvert avant les emails, etc., mais vraiment commencer à voir tu sais, en 2000, pour la première fois, tu voyais sur Times Square des .com, c'était ce qu'ils appelaient le .com boom à cette époque, tu voyais, alors qu'en France c'était rien en fait, t'avais à peine eBazaar, 2-3 pauvres sites qui se battaient, voilà, et là-bas c'était énorme, alors ça a explosé après, mais c'était énorme, et là tu réalises, tu te dis, on est peut-être dans un changement de paradigme, etc. Et ça, je crois que planter une graine, et dans les années qui ont suivi, en fait, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Je crois que ça, c'était... Ça allait être ma question suivante, en fait. C'est à quel moment tu as eu cette envie d'indépendance et de
et d'être ton propre leader quelque part. C'est-à-dire de toi décider de ce que tu veux faire, de quand tu veux le faire, de comment tu veux le faire. Je connaissais peu d'entrepreneurs, mais j'ai une grande famille donc d'origine corse et très grande, donc avec très soudée. Donc tu vois, mais moi j'ai déjà, je crois que ma fille m'a fait compter. Je dois avoir 24, 25 cousins germains. Tu vois, je parle juste de mes cousins premier degré. Puis après, mes cousins issus de germain, je les connais tous. Donc, quand tu prends ce machin, tu vois, voilà, des grandes familles, etc. Il y a du partage, il y a des choses. Puis, donc, il y a deux cousins de mon père, des gens autour de moi qui étaient entrepreneurs. Je les ai toujours regardés avec beaucoup de curiosité et un peu d'envie. Et je me disais, tiens, c'est marrant, ils vivent leur truc, etc. Et c'était quand même vraiment eux mes rôles modèles. Ça n'a jamais été... ni les avocats, ni les fonctionnaires, ni les médecins, ni voilà, c'était vraiment là. L'entrepreneur, vraiment les valeurs de l'entrepreneuriat. Exactement. Et donc, je regardais ça de loin. Et puis un jour, je me suis dit, ok, c'est un peu comme le podcast plus tard. Je me suis dit, ok, je vais me lancer. J'ai cette idée, qui n'était pas celle que j'ai mis en place d'ailleurs plus tard. Et puis, ça a commencé comment alors ? C'est quoi la première histoire, la première relation avec l'entrepreneuriat pour toi ? Écoute, mais alors les toutes premières relations avec l'entrepreneuriat sont des relations manquées, c'est-à-dire que je voulais tellement être entrepreneur qu'avec des potes, tu vois, on voulait... Et il y a plein de gens qui ont d'ailleurs carrément bien réussi là-dedans. Et moi, je voulais faire des t-shirts, des trucs rigolos, en fait. Il y a un truc qu'on te doit, et c'est les cartes de visite métalliques. C'est toi, ça. C'est vrai. J'ai été leader mondial. Agent immobilier, moi, dans ces années-là, on voulait tous avoir la carte métallique. Voilà. À 5 € la carte, il fallait se la payer, il fallait bien vendre. Mais en effet, j'ai été leader mondial de cartes de visite en métal. C'était une niche, somme toute, assez rigolote, mais... qui marchait bien, mais bien avant, tu vois, avec des potes. Mais tu sais que c'est une boîte que j'ai revendue, ça, Iron Cards, qui existe toujours. Okay. Et avec des potes, je voulais monter une marque de t-shirts, de vêtements, etc. Je me souviens, on allait pas loin d'ici, tout près de Beaubourg, là, on se rejoignait chez un de mes potes. Et en fait, on n'est jamais allé au bout. Moi, je suis arrivé un jour avec les statuts, il suffisait de les signer. On avait tout, en fait. Honnêtement, il fallait juste qu'on mette 5000 balles ensemble. Et on avait tout pour se lancer. Et en fait, mes cofondateurs, qui n'en étaient pas, du coup, je crois que pouvoir dire qu'ils ont flanché. Et il y a un moment, je crois que c'est aussi un fondamental très important dans ce que je pousse aujourd'hui, c'est le do it, quoi. Génération do it yourself, c'est vas-y, fais. En fait, vas-y. C'est pas grave si on se plante. Enfin, de toute façon, tu vas te planter. Donc, quoi qu'il. Tu vas pas te planter forcément sur tout, mais tu vas passer ta vie à te planter. Et est-ce que tu penses que ça, c'est une des compétences que tu as amené avec toi du sport de haut niveau ? Je pense que... Parce que le hockey sur glace, comme c'est beaucoup de techniques, c'est des heures où il faut répéter, cette capacité d'analyse, le palais est à cet endroit, mais dans une patinoire, il faut avoir cette compétence de dire le palais, en fait, dans quelques secondes, il sera là-bas, il sera plus là. Et qu'est-ce que tu as amené avec toi du haut niveau dans ces débuts d'entrepreneuriat ? C'est la résilience probablement, parce que le hockey sur glace, il en faut énormément. Je crois que c'est la résilience, c'est un peu de grinta, tu vois, cet état d'esprit de te dire, ok... le truc que tu as, je le porte, je l'ai dans le truc et j'y vais. Et puis le travail, hein, mine de rien... tu vois, moi j'ai pas fait, j'ai pas eu la chance, je sais pas si, mais j'ai pas fait mon service. T'as fait ton service, toi ? J'ai pas fait mon service non plus. C'était quelle année ? 73. Ah, t'aurais dû le faire, toi. J'aurais dû. Okay. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait quand même quelques années de discipline vénère, tu vois. Enfin, faut voir que le hockey sur glace, comme pas mal d'autres sports, mais alors c'était déjà beaucoup plus gros dans les années 90. Aujourd'hui, c'est tout petit, mais après Albertville et tout ça, c'était un sport assez populaire en France. Et t'arrives en retard à un entraînement, c'est 10 pompes par minute de retard. Enfin, et puis la muscu, les choses. Enfin, c'était vraiment exigeant. Ouais, c'était vraiment vénère. Ouais. Et donc il y a quand même un moment où tu te dis bon, ok, tu sais quoi, je suis prêt à souffrir, quoi. Et par moments, je l'ai pas perdu, mais je crois qu'il y a tu vois, on est dans un magasin de course ce week-end. Je dis pas ça souvent, je suis rarement content, mais j'ai fait le 40 km de Paris et putain, je l'ai fait au mental, quoi. Je l'ai fait au mental et c'était tellement bon. Je suis arrivé, j'étais mais sans m'en rendre compte, c'est-à-dire qu'après la ligne d'arrivée, je parlais à Victor Auguet que j'ai reçu sur Génération It Yourself. Honnêtement, il faut que je le rappelle, mais je pense qu'il a dit mais le mec il est en PLS. Mais j'étais en PLS en fait. J'étais en PLS. Mais jusqu'à la ligne d'arrivée, j'étais dedans. Et souvent, je fais de la merde, c'est affreux. Bon, peut-être qu'on en reparlera, mais voilà. Et donc,
Parce que je suis pas assez bien préparé, parce que voilà. Et là, dans cette année de hockey, on était bien préparé, on était bien accompagné, on avait des kinés, on avait des choses comme ça, et donc voilà. Oui, mais il y avait le temps aussi. Mathieu. Il y avait le temps. Il y avait du temps aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction pour positionner qui tu étais. C'est toutes les activités et le sport. C'est comment aussi. C'est une question que je voulais te poser plus tard, mais je peux te la poser maintenant. C'est comment aujourd'hui, parce que tu as toujours des activités, tu as ta routine, on va en parler. Tu as fait du triathlon, tu fais du triathlon. C'est comment aujourd'hui tu arrives à trouver cet équilibre vie pro, vie perso, vie sportive. Est-ce que la vie sportive est nécessaire pour cet équilibre aussi, tu vois, ça peut être un exutoire. Comment tu arrives à trouver cet équilibre aujourd'hui ? Ouais, je pense que c'est clairement nécessaire. Après, moi, je le trouve... En fait, je me suis rendu compte avec le sport et en arrêtant, je pense qu'il y a une période où c'est possible, c'est à peu près OK. Je veux dire, tu es entre 22, 23 ans, surtout si tu en as fait avant et que voilà... et 25, 26, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de faire la teuf, tu as besoin de faire... voilà, donc... Bon, maintenant, je pense qu'il y a eu une époque où c'était plus le cas. Maintenant, les jeunes décrochent moins là-dessus, et tant mieux. En tout cas, il y a une bonne partie qui ne décroche pas, et tant mieux. Mais en revanche, moi, je me rends compte aujourd'hui que si, tu vois, je fais attention à nourriture, sommeil et sport, et en fait, tu vois, j'ai reçu des spécialistes là-dessus. François Duforez, je ne sais pas si tu l'as écouté sur Génération Nature Self, qui était un préparateur physique mental, qui a fait Prost, Alain Prost à l'origine, Prost Grand Prix, l'équipe de France de rugby, enfin pas mal. Tu vois, il te dit, au final, à la fin, quand tu écoutes ces gens-là, tu te dis c'est simple, quoi. Tu manges bien, tu dors bien, tu fais du sport. À un moment, c'est la raison, c'est la simplicité, exactement. Voilà. Si tu fais pas de sport, tu dors mal. Si tu manges bien mais que tu fais pas de sport, bah tu grossis. Tout est lié. Et voilà. Et à la fin, tu as ton cerveau et ton corps qui fonctionnent bien. Donc voilà. Donc je crois qu'il y a un moment où ça, je l'ai un peu toujours eu parce que j'ai eu ce lien avec le sport qui faisait que je dormais bien et puis que j'avais faim et puis que voilà. Ouais, et puis la discipline aussi, la discipline de savoir à quel moment tu peux te permettre de relâcher un petit peu, mais aussi à quel moment là, bon, et par contre il faut arrêter, il faut se reconcentrer. Ce que ça m'a donné, c'est, je crois, je suis un vrai besogneux. Tu vois, je suis pas. Je me mets des projets, etc. J'ai appris après à lâcher des trucs. Tu te donnes les moyens aussi. Ouais, je me donne les moyens. Quand j'ai des idées, je les engage. Tu vois, j'ai appris à pas vouloir être en maîtrise de tout et à dire bah toi t'es meilleur que moi là-dessus. J'ai appris plus tardivement à assumer mes compétences et quelque part mon ego, c'est-à-dire que typiquement je prends un business comme Alvo dont on parlait tout à l'heure, j'ai 2 associés qui sont 1000 fois meilleurs que moi sur tout, sauf probablement l'ambition et un peu de vision. C'est-à-dire que... C'est une vraie qualité, ça. Hein. De savoir justement, déjà, de connaître ses propres limites, et puis aussi de bien savoir s'entourer professionnellement. Voilà, mais aussi, et la troisième, que je commence à assumer à 44 ans, c'est... je sais bien m'entourer, mais je sais aussi ce que je vaux là-dedans. Je le sais bien, et pleinement. C'est-à-dire que là-dedans, moi, ce que je leur apporte, c'est leur dire, les gars, en fait, vous êtes super, super, super forts. Tout ce qu'on fait, c'est très très bien. Depuis 1 an, on fait 30% de part de marché sur les nouvelles annonces. Il y a des boîtes qui se vendent dans tous les sens sur Alvo. C'est un truc de ouf. Et quand ils commencent à me parler, peut-être qu'en 2024, on devrait lever des fonds, et puis qu'ils me donnent les montants et puis les ambitions, je leur dis, mais vous êtes malades en fait, les gars. En fait, on va faire 10 fois ça, ou 15, ou 20, ou 100 fois ça. Et en revanche, je suis pas ces mecs allumés qui disent ça juste pour... faire triper. T'as le raisonnement derrière qui je leur dis voilà comment on va faire, voilà pourquoi, on va lancer dans tel pays, on va faire comme ça, on va lancer comme ça, on va faire avec un tel. Et ils me regardent, et tu sais, de temps en temps, je les vois au début me regarder. Quand je leur dis on va faire 10 fois plus, ils me regardent en disant mais oui, bon, c'est bon, Mathieu, t'es sympa. Puis après, voilà. Et en revanche, c'est pas moi qui exécute, tu vois. Enfin, je fais d'autres choses là-dedans, mais ces choses-là, c'est pas moi qui les exécute. Et donc, je crois qu'aussi, tout ça, je l'ai appris. À force d'expérience, de travail. Les rencontres aussi, probablement. Parce qu'avec le nombre de rencontres que tu as pu faire, forcément, ça enrichit une vie. Je voulais parler également de l'arrivée dans ta vie du triathlon, puisqu'on en a parlé, tu as fait du triathlon. On passe également un bonjour à Haute-Baron, parce que je crois qu'il y a une histoire dans le triathlon avec... je te raconte après si tu veux. Vas-y, je te laisse parler de ça, parce qu'on va ouvrir ce chapitre justement triathlon et également les 3 disciplines dans lesquelles tu te sens le plus à l'aise. Déjà, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans ou 3 ans, donc si tu nous écoutes, Aude, tu me manques. Je suis certain qu'elle écoute cet épisode. Vraiment, je suis fan numéro 1 d'Haute-Baron.
Mais il faut quand même qu'elle me raconte un peu sa vie là. Aude Baron, pour replacer, est rédac chef d'Eurosport. Moi, je la connais depuis bien avant tout ça, notamment quand elle était au poste du Nouvel Obs, même avant, je crois. Et il se trouve qu'un jour, alors moi, j'avais fait mon premier triathlon en 2011, je crois, 2011 ou 2012, triathlon de Paris. Et 2015, j'ai fait mon premier marathon. Et j'étais avec toute une bande de gens qui avaient pour la plupart fait des marathons, dont tu connais Perrine Fagès peut-être ? Perrine Fage, bien sûr. Fage, pardon, Fage. Perrine, tu m'excuses. Ouais, je l'ai reçu sur le podcast. Et Perrine, exceptionnel, mais Perrine, donc on a fait le premier marathon qu'elle a fait, était mon premier marathon, c'était le marathon de Paris 2015. On a fini ce marathon. Alors moi, je suis parti comme un débile, comme je disais tout à l'heure, et donc. Je crois qu'au début, elle était partie encore plus comme une débile que moi. Et donc, au bout de 20, donc à Vincennes, on devait être aux alentours de 20 bornes. On la dépasse, j'étais avec un de mes potes, et elle m'a redépassé à la toute fin. Et à la fin, je dis, bon, marathon bien, check, j'ai fait le truc. Alors, je vais en refaire a priori cette année. Mais chiant. En fait, tu vois, courir 25-30 bornes tous les week-ends. Tu regardes ta montre tout le temps en disant ça n'avance pas. Ouais, donc je leur ai dit, moi je veux me remettre au tri, venez tous faire du tri. Et je pense qu'on devait être 7, 8, 10 dans ce marathon. Ils m'ont dit, ok, mais on fait un semi-Ironman. Et c'est là où on en a parlé pas mal. Et il se trouve que à peu près à ce moment-là, avec Aude, elle se disait oui, ce serait peut-être pas complètement idiot, elle commence à faire un peu de vélo, etc. Alors j'ai eu l'anecdote sur Aude, comme quoi elle aurait fait un Ironman ou un half avec un Vélib. C'était le marathon de Paris, c'était pas un Vélib, mais c'était son vélo de ville, mais qui devait peser un bon 22 kilos, je pense. Moi, je la vois, hein, je la vois encore, je l'ai vue. C'est-à-dire que j'étais dans mon peloton. On était je pense, à 45 km/h, retour du bois de Boulogne. Donc, tu vois, la toute fin, tu l'as déjà. Ah, bah non, le triathlon de Paris, en fait, c'est un des rares où tu as le droit de rouler en peloton. Donc, ça va vite, mais très, très vite. Tu peux drafter, donc forcément, ça va plus vite. Et donc, on était sur les quais. Quand tu finis, tu reviens à l'époque, en tout cas, tu revenais mais je crois que c'est toujours pareil, du bois de Boulogne. Et tu es sur les quais, tu reviens vers la Tour Eiffel. Et là, je sais pas, on était 150, 200. Tu vois, tu es vraiment un bon pack. Et là, on roule, t'es dans ton truc, mais je faisais très gaffe parce que j'avais quand même peur du pack, tu vois. Je me mets un peu, je vois très bien où j'étais, à l'avant. Je prends un peu le vent, je me mets, tu vois, à gauche du pack, et à un moment, je lève la tête et je vois Aude solo. Elle avait probablement 15 bornes derrière, et elle roulait sur son truc comme ça, elle l'a fini, mais elle m'a tellement tué. Et après, voilà, je me moque pas parce que Aude a fait des full Iron, elle a fait des temps, des courses de ouf. Donc voilà, moi je l'ai vu J'avais cette anecdote à ressortir. Ouais. Aude, si tu nous écoutes, voilà. Je l'ai vu serrer les dents, elle allait faire tout ça. Ouais. Et derrière, donc tu t'es pris au jeu quelque part du triathlon. C'est quelque chose que tu as mis dans ta routine parce que ça nécessite aussi du temps, de l'entraînement. Il y a 3 disciplines. Est-ce que tu es à l'aise dans les 3 ? Est-ce que tu as dû apprendre, on en parlait au tout début de l'épisode, hein, une technique dans certaines des disciplines. Comment s'est passée ta relation avec le triathlon ? Je te dirais que je me sens moyen, voire nul dans les 3, mais ça, c'est mon syndrome de l'imposteur, qui est toujours bien valable dans certains domaines. Natation, est-ce que tu étais déjà à l'aise ? En fait, natation, je te dis, natation, j'en avais fait petit, donc je te l'ai dit tout à l'heure. Tu avais cette base déjà. Et il se trouve qu'en 2004, je me suis fait une rupture des croisés en snowboard, 2004-2005, je sais plus. Et le seul sport que j'avais le droit de faire pendant quelques temps était la natation. Donc j'ai repris un peu la natation à ce moment-là. Je me suis mis à prendre des cours fin des années 2000 en me disant un jour je ferai peut-être un tri. Je me suis inscrit solo. Je crois que le premier que j'ai fait, c'était vraiment... je vais peut-être dire une connerie, mais je crois pas. Le tout premier, je l'ai fait solo. Après, j'ai embarqué un peu de monde. Triathlon de Paris, mais quel stress j'avais. Oh là là, on sautait dans la Seine et tout. Nager dans la Seine. Quoique, peut-être que le premier, j'ai embarqué mon frère Pierre. Mais j'étais chaud patate. Et, quand tu dis chaud patate, c'est-à-dire que tu suivais un programme, tu avais un programme, non, mais j'étais tellement excité de faire ce truc. Tu vois, là, il fallait que tu le coches. La Seine, le truc et tout, mais ça me semblait tellement irréalisable. Et puis voilà. Donc je me suis pas mal entraîné en natation, en vélo pas mal, à Longchamp à l'époque, puis toujours maintenant. Et en course à pied, bon, je courottais, voilà. Et en fait, il y a un truc dans lequel à un moment je crois que j'étais meilleur, c'était la natation. Aujourd'hui, je nage plus assez bien, je sais pas comment je me débrouille, il faudrait que je reprenne des cours. Puis je nage pas assez en volume.
mais j'angoisse, mais je me tape des crises d'angoisse, c'est affreux, et je sais que je suis pas le seul, mais je dirais dans 80% des courses que j'ai faites en natation. C'est-à-dire que je vais dans l'eau, je fais 5 minutes, et là je me dis je vais me noyer. Ouais. Je vais me noyer, c'est affreux, je prends des coups, je vois. Enfin, à chaque fois, je regarde les bateaux en me disant il y a une option possible. Ouais, c'est que tu l'as toujours dans ton champ de vision quelque part. Ouais, et je pense qu'eux me regardent et voient bien que je suis en panique totale. Et c'est affreux. Et il faut que je fasse une prépa mentale parce que j'en ai parlé un peu avec Anaëlle Malherbe que j'ai reçue sur Génération It Yourself aussi, qui est une préparatrice mentale à l'INSEP. Elle me dit non, mais il faut qu'on en parle, tu vois. Il faut. Mais c'est totalement irrationnel en fait. Oui, parce que tu ne profites pas, tu perds en performance, tu ne profites pas vraiment de l'instant. Sur mon semi-Ironman que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait, je sais pas, 54 minutes en natation, c'est pas possible. Tu vois, normalement, j'en fais 35, 38, je sais pas. Tu vois, enfin, c'est pas possible. Et non, mais c'est même pas que je kiffe pas, c'est que je suis. Ouais, t'es pas là en fait. Ouais. Non, mais c'est un enfer. C'est vraiment, et je suis rarement. Donc ça veut dire qu'en termes de, je sais pas si on peut dire charge mentale, mais en tout cas stress lié à l'événement, tu dois perdre une énergie mais incroyable. Non mais ouais, et puis le pire c'est que celui-là, tu vois, cette course-là, j'étais avant, t'es un peu angoissé, mais quand même t'as l'excitation, comme là aux 20 km de Paris. Tu vois, juste avant, il y avait rien qui. Puis je vais à l'eau, je me dis en plus c'est un rolling start d'habitude, tu vois, tu vas chacun, donc je me dis là c'est un rolling start, c'est plus cool. Normalement on est tous à l'eau en même temps, ça va bien se passer. J'étais plutôt assez zen dans ma tête, quoi. Mais j'ai tenu 2 minutes. Ouais. Au bout de 2 minutes, j'étais au bout de ma vie, mais c'était affreux. Et en plus, alors là j'avais quand même un autre truc, c'est que c'était mon premier semi-Ironman, mon seul pour l'instant, et j'avais mon vélo qui était pété et j'étais bloqué sur le grand plateau. La veille, en mettant le vélo au parking, je suis allé voir, tu fais du vélo toi pas mal, donc tu sais de temps en temps il y a des gens qui réparent un petit peu, etc. Je leur apporte, je leur dis il est mal réglé là, ils me disent allez-y, forcez un peu, n'hésitez pas, je force, pam, le shifter qui tombe. Comme je suis sur Campagnolo, ils avaient rien pour le réparer, ils me disent faut aller à Marseille, je dis, voilà. Et donc j'ai appelé un auditeur de Génération It Yourself avec qui j'ai beaucoup roulé, qui s'appelle Victor Debilco, que je te recommanderais d'inviter d'ailleurs parce que c'est un type extraordinaire qui m'a emmené quand je vais au Touquet, on roule de temps en temps ensemble. Et puis lui il avait fait 2 fois top 10 au semi-Dex et je lui dis mec, je sais pas ce que je vais faire demain, en fait je suis bloqué sur le grand plateau. Et il m'a dit exactement ce qu'allait se passer. Il m'a dit, en fait, j'ai roulé avec toi. Je crois qu'il était aussi autant en programmation neurolinguistique quand il m'a dit, en fait, le début, ça va aller, ça monte un peu, mais c'est OK. Il y a une première côte, tu vas doubler du monde parce que en fait, c'est sur le grand plateau. Donc, de toute façon, voilà, ça va te mettre bien. Et puis, t'inquiète, j'ai vu ton niveau, voilà. À la fin, il y a le col du Sangle. Tu vas morfler. Mais pareil, tu vas le passer, tu vas doubler, ça va te mettre bien dans ta tête, donc t'inquiète pas et tu finiras. À la course à pied, ça va piquer un peu. C'est ce que j'allais dire, la transition derrière, comment ça se passe? Il m'a dit, à la course à pied, ça va piquer un peu. J'ai souffert, mais le martyr à la course à pied, les cuisses, c'était affreux. Et donc voilà, c'était vraiment, tu sais, ces courses. Je ne vais pas te dire où tout se passe mal. Le vélo, paradoxalement, à la fin, c'est le vélo qui s'est bien passé alors que j'étais bloqué sur le grand plateau, tu vois. Mais c'est génial. En fait, c'est génial. Tu finis ce machin. Ça génère des émotions. Tu nous racontes ça des années plus tard. Ça génère énormément d'émotions. Mais il y a eu aussi des moments difficiles. Il y a eu un accident, je crois. Tu as fait une chute en vélo. Fait un truc. J'ai réalisé plus tard que j'ai eu je crois qu'on peut appeler ça une expérience de mort imminente. Alors, est-ce que j'ai vraiment vu un tunnel? Je n'en ai pas le souvenir. J'ai quand même des trucs, mais on m'a retrouvé inanimé au bord de la route. Alors c'était pendant une course, pendant un événement? C'était à une semaine, donc 1 an après ce fameux, je crois que le marathon que j'ai fait, c'était le marathon de Paris 2015, et on était engagé sur le semi-Iron Dex en 2016. La semaine d'avant, je vais en Corse chez mes parents récupérer ma fille. J'emmène mon garçon à l'époque qui avait 1 an, je crois, tout pile. J'avais dit à ma femme, écoute, je le prends. Elle me dit, non, bon, peu importe, mais j'avais envie de le prendre. Mes parents étaient contents de le voir. Je laisse ma femme toute seule, qui se faisait un gros week-end de teuf, très contente, voilà. Et je me dis, je me fais une dernière sortie avant la course la semaine prochaine. Et mes parents habitent dans les plaines orientales, donc près d'Aléria, c'est plat et ça monte direct. Donc tu fais, je sais pas, 5-10 km de plat, et là je me suis fait 25 bornes de montée.
Et je monte. Ouais, elle est peut-être pas 20. Ouais, si, presque 25 bornes. Et là, je monte. Et puis, un moment, je me dis, bon, attends, je vais pas non plus me cramer une semaine avant. J'ai déjà fait ça, tu vois, les erreurs d'avant. L'expérience. Voilà. Donc, j'arrête, je redescends. C'est l'envie de bien faire, l'envie d'être au rendez-vous. Et puis d'être prêt mentalement à te dire, je peux faire ça, mais bon. Se rassurer. Et là, je m'arrête, je redescends. Je me dis, bon, je repars. Et là, plus rien. Voilà, on m'a retrouvé 1 kilomètre. Non, et en fait, je me souviens. C'est un animal, c'est une pièce qui casse. En fait, la seule chose que j'ai appris, c'est mon père qui me l'a raconté, c'est que le chirurgien. Alors, ce qui est ouf, c'est que bon, je finis cette histoire. Le chirurgien m'a posé la première question qu'il m'a posée, c'est quel est votre dernier souvenir ? Moi, je me souviens plus de l'hôpital, je me souviens plus de rien. Et à ce moment-là, donc j'étais conscient, mais vraiment commotion cérébrale, tout ce que tu veux. Et je lui dis, le dernier souvenir. C'est bon, je tombe pas dans le ravin. Donc, il m'a dit, donc vous étiez conscient, parce qu'à un moment, je pensais avoir fait une hypoglycémie. Ça aurait pu être et en fait, il me dit, vous étiez conscient au moment de la malaise chute. Exactement. Et donc, non. Et en fait, ma roue était voilée, mon casque était éclaté, et en fait, a priori, il devait y avoir, honnêtement, et là, j'exagère pas, mais 1 centime 6, 8 lampadaires sur toutes les 30 bornes que j'ai fait, j'en ai pris en pleine gueule. Et donc, voilà, je me suis fracturé les dorsales, clavicules, trauma crânien. Enfin voilà, j'étais au bord de la route. On m'a retrouvé, il pense à peu près 3 quarts d'heure après le choc. Le temps que. Donc, c'est des gens qui passaient par là, mais il n'y avait personne. C'était une route, c'était en avril dans les montagnes corses, il n'y a personne. Le temps que les pompiers arrivent, j'ai appelé ma femme, il se trouve que j'avais mes écouteurs, j'écoutais des podcasts déjà à l'époque, j'avais mes écouteurs. Donc tu appelles ta femme avant que j'avais des moments de lucidité, donc en fait, je m'en souviens plus, mais il se trouve que il y a des moments où j'ouvrais les yeux. Oui, il y a une perte de connaissance, voilà. Toujours éveillé, mais... Et donc, tu vois, tu repars, tu reviens, tu repars, tu reviens. Et puis, je lui ai dit... La panique pour ta femme. Je lui ai dit, je suis devant le lampadaire. C'était dimanche matin, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle me rappelait, du coup ma mère m'appelle, et puis en fait il voyait que j'étais en délire total, et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Enfin, d'ailleurs souvent il m'appelait, je répondais même pas, et donc mon père savait à peu près où j'étais parti, il a réussi à me retrouver, mais il y a des gens entre-temps qui m'ont retrouvé. L'ambulance, dans des endroits comme ça, elle met encore 1 heure à venir en fait. Et moi j'étais à 2 heures de l'hôpital de Bastia, donc faut te dire qu'entre le choc et l'arrivée à l'hôpital, il s'est passé 3 heures. Quoi. Bon bref, je te la fais longue, mais donc pas d'épreuve la semaine d'après. Pas d'épreuve. Ah bah non, oui, non. Est-ce que ça a changé cet accident, parce que c'est quand même traumatisant. Non, mais quand on a une vie professionnelle, une vie de famille, on se pose la question, c'est est-ce qu'on y retourne en fait, ou est-ce que voilà. Ouais, le vélo, la première fois que j'ai remis les pieds sur. Et puis j'ai eu un autre accident 3 mois après en vélo en plus, sur lequel là pour le coup j'ai levé, je me suis arraché l'épaule et tout. C'est les 2 vrais accidents que j'ai eu, mais j'ai levé la tête, j'étais à 10 cm d'une. Tu t'es fait renverser non, j'étais derrière un pote comme un connard en prolongateur dans sa roue, et puis lui il a fait un mouvement et t'as percuté. En fait, il a juste arrêté de pédaler, et puis je me suis fait aspirer, et puis bon, voilà, erreur de débutant. Et donc je me suis relevé à 10 cm d'un pare-choc. C'était 2 gitans, les mecs, c'était comme ça. Et ils étaient tellement flippés, mais moi aussi, ils étaient presque en pleurs, tout agités, alors que c'est 2 gros bonhommes. C'était vraiment. Mais tout ça pour dire que le truc de ouf, c'est que pendant des mois, mon cerveau aussi a gonflé, dégonflé, que je sais pas, 2 mois après, je disais à ma femme, putain, j'ai l'impression que j'arrive plus à réfléchir. C'est une commotion cérébrale, c'est difficile. Hein. Ouais, et en fait, je lui ai dit, j'ai l'impression d'être débile, en fait. Ça marche plus, en fait. Quoi. Et elle m'a dit, mec, merci de me le dire, parce que, en fait... je confirme. Elle avait vu... Et c'était affreux. Je compensais, j'écrivais, j'arrivais plus à me concentrer, mais je retenais rien. C'était affreux. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 2 mois et demi, 3 mois, tu vois. Après, il y a eu les périodes des vacances. La commotion cérébrale, c'est très long. Affreux. Et là, tu te dis, attends, mais tu vois, tu as un début d'expérience de gens qui sont limités. C'est hyper frustrant. Ouais. Et en fait, là, tu te dis, putain, voilà. Et en fait, tu es passé par là. Et tout ça, je me suis rendu compte du trauma que ça a créé
en enregistrant avec quelqu'un qui s'appelle Tristan Viscock, un épisode que je te recommande sur Génération Do It Yourself, extra, d'un type qui a eu vraiment aussi qui a fait la Diagonale des Fous, l'UTMB, qui a eu une expérience ultra traumatisante, je vais pas te spoiler. Et en fait, en l'écoutant, je me suis dit, mais merde, mais ça m'est arrivé. Et de ce truc-là, de cet accident, est né, je pense, Génération Do It Yourself, mon podcast. C'est vraiment un truc où à un moment, je me suis dit, j'ai réalisé que j'étais mortel. J'ai réalisé qu'on l'était tous, mais que moi, j'allais un jour mourir, que j'étais passé juste à côté, vraiment juste là. Et qu'en fait, tout ce que j'hésitais, je sais pas si je vais le faire, ou que j'avais envie de faire, eh ben c'est bon. Tu sais quoi, j'ai plus le temps. Il n'y a plus de time. Maintenant, je veux le faire, je le fais. Alors c'est la bonne transition justement avec le monde du podcasting. Hein. Tu as été un précurseur sur ça, mais à quel moment, donc tu nous as donné un début de réponse, mais à quel moment tu t'es dit, où est-ce que tu as pris l'inspiration? Parce que c'est bien de se dire je le fais, mais il faut déjà avoir probablement écouté beaucoup de podcasts aux États-Unis qui sont quand même précurseurs sur ça. Mais quelle est ta relation avec le podcasting et à quel moment est-ce que tu te souviens du jour, de l'instant où tu t'es dit go? Écoute, ma relation avec le podcasting, je crois qu'elle est très liée au triathlon. Ce que tu écoutais pendant tes sorties. Au vélo et à la course à pied. Et je crois que pour moi, c'est un... Il y a peu d'endroits où, que ce soit à Longchamp ou même en vallée de Chevreuse ou certains endroits, mais où même quand je vais courir, tu vois, je trouve que je vais souvent au Touquet, je l'ai dit tout à l'heure, quand je cours au Touquet, c'est l'endroit où on m'arrête pour me dire hey Mathieu, j'adore ce que tu fais, tu vois. Enfin, plus que d'autres, quoi. Et au Bois de Boulogne évidemment. Et donc est-ce que tu as fait le cuissard avec marqué derrière écoute du podcast pendant que tu roules? Tu l'as pas, non mais j'ai entendu sur si bien sûr, j'ai le maillot, mais alors du coup je le mets plus parce que j'en ai offert quelques-uns, mais là c'est trop obvious, et alors là on me reconnaît trop, tu vois. Et donc je me dis je vais pas donner. Je vais rouler en toute discrétion. Je vais essayer de rouler en toute discrétion, même si je trouve ça cool, mais du coup j'ai pas envie de faire celui qui se la pète. Vas-y, regardez, c'est moi, tu vois. Mais il est cool ce maillot. Et ouais, donc le lien il est là. C'est que je crois que je me suis mis. En fait, il y a des gens qui aiment. J'aimais courir en musique, mais à un moment ça me saoulait, notamment en vélo, 3 heures de Daft Punk et d'Orelsan. En fait, il y a un moment, j'ai envie d'autre chose. Ouais, ça passe plus. Et puis en fait, quand tu passes 3 heures avec des gens qui sont juste des mutants, Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger. Alors, qui tu écoutais? J'écoutais Tim Ferriss, quasiment pendant des années exclusivement. Un peu de James Altucher, puis Joe Rogan. J'ai eu comment il s'appelle Ross, non, Tim Ross, Rick Ross, non, Rich Roll. Rich Roll, merci, Rich Roll, que j'ai bien aimé aussi à un moment. Et en fait, c'était vraiment mes grands, les grands podcasts que j'écoutais. Et quand tu lances l'épisode numéro 1, tu avais cette vision déjà ou tu as construit au fur et à mesure? J'ai construit au fur et à mesure. Je me suis lancé en me disant, tu sais quoi, ça fait trop longtemps que je me dis qu'il va y en avoir un en France. Oui, parce qu'il n'y avait rien en France. Il n'y avait rien. Et je me suis dit, en fait, après cet accident, je crois qu'il y a un moment, je me suis dit, tu sais, et ça a été le cas pour beaucoup de choses. Je faisais déjà pas mal de choses dans ma vie, mais je me suis dit, en fait, tout ça t'arrête. Là, tu vois, tu t'achètes le matos, tu te mets un petit objectif, tu te lances, et puis c'est parti. Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà Cosa Vostra. Ouais. Donc, tu avais déjà ce business-là. Est-ce que tu avais d'autres business que tu avais lancés? Tu vois, en 2017, on avait lancé Cosa Vostra depuis 3-4 ans. On avait lancé, parce que c'est un peu notre modèle, on lance des boîtes tous les ans. Donc, on avait lancé Au Barbershop, on avait lancé Yo Bureau, on avait lancé... Au Barbershop, c'est toi? Ouais. On avait lancé Yo Bureau, Ocus, enfin WeFlash qui est devenu Ocus. On avait lancé... Ça, c'est dans l'IMO, c'est ça? Ouais, les photos, shooting, voilà, comme Miro. On avait racheté une boîte qui s'appelait Envoûté, sur laquelle on s'est ramassé. Ah, peut-être qu'on l'a racheté après. On était en train d'acheter nos locaux, même de faire les travaux au moment où mes premiers épisodes, je les ai enregistrés dans les anciens bureaux rue Turbigo. Enfin, tu vois, on n'avait pas chômé. Mais et que te dit ton entourage alors quand tu leur dis je vais lancer un podcast? Ils me disent mais arrête quoi. En fait, c'est même pas arrête, genre c'est même pas rigolo. Ils me disent en fait t'es con en fait, mec, t'es dans le défocus total. Tu vois, c'est une mauvaise idée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Et ils avaient probablement raison, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu vois aujourd'hui non, mais t'as raison. Je sais pas si on peut dire succès, progression, réussite, je sais pas, mais en tout cas. Moi, le kiff, et là, sans vouloir
sans vouloir mettre de la pommade, mais t'es quand même, et on a déjà échangé sur ça, c'est toi qui traces le sillon quand même. T'as quand même tracé le sillon aujourd'hui du podcasting en France, que ce soit sur la vision, sur le modèle économique, parce que il y a encore très peu de temps, moi, on me pose la question, mais tu vis du podcasting? Donc, il y a un modèle économique qui s'est cherché et tu as quand même été leader sur cette partie-là. Tu as su à nouveau t'entourer parce que tu as créé une vraie structure. Ouais. Tu nous diras aujourd'hui combien de personnes t'entourent sur ce projet-là, mais ça part de 2017 et aujourd'hui, c'est une référence dans le monde du podcasting. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était Ouais, alors j'alliais le meilleur des mondes. Ma première boîte était une agence photo. J'ai bossé un tout petit peu dans la presse avant. C'est vrai. Mon tout premier. Tu le dis, ça fait le lien entre toutes tes expériences. En fait, il y a un moment, j'étais à fond dans le contenu, les réseaux sociaux, et à un moment, ça s'est mis à cocher toutes les cases. Et j'ai toujours eu cette appétence, aspérité business assez décomplexée. Et donc. Il y a un moment où je me suis dit attends, en fait je suis dans mon élément, tu vois, très vite. Et je crois que le truc que j'ai eu en ayant le recul, tu vois, c'est que il y avait soit d'autres très bons podcasteurs qui sont arrivés à peu près en même temps que moi, un peu après, mais qui étaient mauvais dans le business, soit des bons dans le business mais mauvais dans le podcast ou mauvais dans le contenu. Et moi, j'ai tout donné dans le contenu pour apprendre encore et progresser, etc. Et puis à un moment, quand j'ai compris, notamment, tu vois, mes premiers revenus sur le podcast, j'ai tout réinvesti. D'ailleurs, aujourd'hui encore. Alors là, je réinvestis pas tout dans le podcast, mais tu vois, mes podcasts aujourd'hui, en termes d'investissement, me coûtent plus de 10 000 euros par mois, tu vois, largement. Et alors qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, dès qu'ils gagnaient 1 euro sur le podcast, il fallait qu'ils se le payent. Et puis, moi, j'ai toujours remis au pot. En revanche, le reste, je le réinvestis dans d'autres choses. Mais voilà, et c'est pas. Donc, j'ai toujours été dans cette dynamique où au début, je voulais pas en vivre. Après, je me suis rendu compte que petit bambou. Au début, c'était vraiment. Tu t'es dit, je vais kiffer en fait. Ouais, je vais kiffer. Je vais rencontrer des gens. Ouais. Je vais rencontrer des gens en fait. Je pense que c'est la base en fait. Si t'aimes pas ça. T'es mal barré quoi. Je vais rencontrer des gens et puis voilà, tu vois, moi ce matin j'enregistre avec Alexis Pinturo, tu vois qui c'est ou pas? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Putain, mec, je viens de passer, mais t'imagines ou pas 2 heures avec un mec qui est champion du monde, multi-champion du monde, multi-champion qui du prend monde, des pentes de malade à fond la caisse. Putain, tu vois la chance que j'ai. Et puis ça s'est fait entre 2 discussions, tac tac, tu peux, oui, il est là, oui, très bien, boum, c'est fait. Putain. Enfin, c'est génial. Je pourrais payer pour ça, donc me dire qu'en plus je suis payé, c'est une arnaque. Justement, au niveau des invités, est-ce que tu es accompagné? Est-ce que c'est toi qui décides? Parce qu'aujourd'hui, alors on parle de génération do it yourself, mais tu as d'autres podcasts, hein, tu pourras nous le dire, mais là on se concentre sur celui-ci qui est la référence. Je dirais presque, tu dois probablement être démarché pour passer sur ton podcast, très clairement, parce que ça fait un outil de promotion aujourd'hui. 10 fois par jour. Voilà, très clairement. Donc, tu peux avoir. Alors, je vais te dire, tu peux avoir qui tu veux et tu vas me répondre non, je ne peux pas avoir qui je veux, j'ai pas Zidane, j'ai pas. Mais comment tu choisis tes invités en fait? C'est une rencontre, c'est une histoire, c'est un ressenti, il y a une obligation parfois, on t'impose des invités ou pas? Non, jamais. On me paye jamais. On me l'a proposé, hein. J'ai refusé. J'imagine, ouais. J'ai refusé une fois 30 000 euros, plusieurs fois 15-20 000 euros. C'est pas facile hein, de refuser 30 000 euros pour 2 heures de discussion. Et à un moment, tu te dis mais l'échange n'est pas le même derrière. Mais honnêtement, je crois pouvoir te dire, c'est là où si quelqu'un m'entend, ils vont essayer et puis je vais craquer, mais je crois pouvoir te dire que je refuserai 1 million d'euros, tu vois. En tout cas, je peux te dire que je refuserai 1 million d'euros si j'ai pas le droit de dire que c'est rémunéré. C'est-à-dire que s'il l'est, je veux au moins pouvoir le dire. Mais même ça, j'ai refusé. Je veux pas en fait faire du contenu. Dès que je suis payé pour quelque chose, que je parle d'une marque, tu vois, Samsung, c'est un sponsor. Bon, je suis payé pour parler de Samsung. Voilà. Tu le dis ouvertement. Moi, je te vois avec aujourd'hui tes 2 montres et je me dis, merde, je suis pas le seul à avoir de montres. T'as vu, j'en ai même Alors justement, c'était une de mes questions, c'est sur les datas, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Garmin, je suis pas payé. Ils me l'ont offerte, mais bon, je suis pas payé. Et voilà, et après... non, ce que je veux dire, donc j'ai creusé ce sillon. En effet, la monétisation assez vite, j'ai compris que c'est le nerf de la guerre dans le podcasting. Oui, mais en revanche, il faut bien le faire. Il faut bien tellement bien le faire. Là-dessus, c'est clair. Il faut avoir une vision, je pense. Parce que si tu n'as pas de vision, tu vas faire du one-shot. Et c'est pas constructif, ni pour la marque, ni pour toi. Moi, ce sont des vrais partenaires. Tu vois,
je veux qu'ils me kiffent autant que je les kiffe. Et si je kiffe pas une marque, ben j'y vais pas. C'est combien d'écoutes aujourd'hui sur ce podcast? Sur Génération Do It Yourself, on a flirté avec 900 000 écoutes mensuelles le mois dernier. Et en juin, j'ai dépassé le million sur mes 2 podcasts cumulés à plusieurs reprises. Mais tu vois, moi quand je faisais 100 000 écoutes par an, je me disais mais what, tu vois, je trouvais ça je vois bien, mais je me souviens un peu des débuts aussi. C'est moins de petites centaines d'auditeurs. Tu te dis waouh. Est-ce que tu prends du recul sur ça? Est-ce que tu prends du recul sur le nombre d'écoutes? Est-ce que quand tu vas faire ta séance de sport, tu prends le temps justement de prendre du recul sur l'évolution de ce podcast et toutes les rencontres que tu as fait? Ou tu restes concentré sur je reste assez concentré. Récemment, j'ai dû un peu prendre du recul parce que en fait, je vois que ma parole, comme j'incarne, comme toi un peu, beaucoup mes podcasts, oui. En fait, ma parole a de la portée. Et mes silences ont de la portée aussi, tu vois. Et donc, c'est une responsabilité assez importante. Clairement. Et donc, désormais presque à chaque épisode, et ça c'est nouveau, hein, ça fait que quelques semaines, quelques mois, j'ai toujours été j'ai jamais été langue dans ma poche, tu vois. Je pense que c'est une des choses qui fonctionnent, mais avant ça passait une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui me dit tu peux pas dire ça, machin, là mais je me fais défoncer de temps en temps, tu vois, sur ces histoires d'attentats en Israël, en fait j'ai des personnes qui m'ont dit ton silence est lourd, alors que tu vois, j'avais besoin de le digérer, de le comprendre, d'y réfléchir avant de pouvoir en parler. Et donc je trouve ça injuste qu'on me dise en fait t'as pas le droit de rien dire, et puis quand je dis un truc je me fais défoncer par d'autres qui me disent en fait t'as rien compris à ce qui se passe là-bas. Parce que maintenant, tu as cette visibilité, oui. 900 000 écoutes. Mais ce qui veut dire qu'à un moment, quoi, tu vois, et je fais quoi? J'en fais quoi? Est-ce que je m'écrase du coup? Je lisse parce que, tu vois, on en parlait avec Christopher, que tu connais de chez Orso Média, on en parlait avec Clémence, ma productrice, avec qui j'étais juste avant. En fait, il y a une solution qui est de dire, je vais lisser un peu tout ça. Je vais arrêter d'être... Et moi, ça m'emmerde en fait. J'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas de script sur tes épisodes. Tu les prépares bien évidemment, mais il n'y a personne qui les relit, qui te les prépare, ou qui t'accompagne peut-être sur les questions, sur les sujets, sur le passé ou quelques anecdotes de l'invité, ce qui est tout à fait normal. Mais il n'y a pas vraiment de choses à ne pas dire. Tu es suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il faut dire ou pas, mais il y a des sujets récemment. Tu vois, je lance un épisode dans quelques jours avec Camille Aumont-Carnel qui est sur je m'en bats le clito, c'est une femme, je suis un homme, elle est quand même une génération en dessous de moi, elle est assez engagée, etc. Ma productrice va me dire essaye de pas aller sur ça, ou de pas poser cette question comme ça, etc. Et le problème, c'est qu'elle sait que le plus elle me dit ça, le plus j'ai envie d'y aller. Donc, du coup, il faut faire attention parce que là-dessus, parce qu'en fait, tu vois, en fait, je veux pas être un. Là, on m'a reproché, par exemple, d'avoir reçu des gens comme Pierre-Édouard Sterrin. Tu vois qui c'est, le patron de Smartbox. Oui, exact, j'ai écouté l'épisode. Mais qui est lunaire. Ah, lunaire. Mais lunaire, et j'en ai fait 2, mais écoutez les 2. Je pense que sur cet épisode où j'ai pris 2 flashs en quelques kilomètres. Ah oui, mais lunaire, en fait. Mais bon, il y en a quand même un dans lequel il me dit qu'il veut devenir saint. S-A-I-N-T. Ouais, tout à fait. Je mets un temps à comprendre, il n'avait jamais dit ça. Le premier, il me dit qu'il va déshériter ses enfants, alors que le type est quand même accessoirement milliardaire. Donc, et il l'a fait depuis. Voilà, et le deuxième, il me dit qu'il veut devenir saint, si tu veux. Et comment tu trouves tes invités? Parce qu'il y en a certains, c'est effectivement tu parles de lunaire, mais certains sont des planètes. Il y en a certains, il faut suivre le truc, quoi. Mais il y en a, et tu vois, lui, donc certains l'assimilent. Cato, pardon, avant de répondre à ta question, mais Cato engagé, trop engagé, facho, machin. L'épisode est impressionnant. Et un autre, Laurent Alexandre, avec qui j'échange, que j'adore. Et dans l'épisode, on s'engueule sur l'IA. Regardez, écoutez ça, vraiment écoutez cet épisode, juin 2023. Et puis lui, il est décrit dans Le Monde comme proche de Jordan Bardella. Il me dit, je leur ai expliqué que j'avais voté 2 fois Macron, tu vois. Et donc, mais ça, ils le mettent pas. Mais c'est juste parce que... Et lui, dans mon épisode, il explique
parce qu'on lui reproche d'être proche du mouvement pour tous, il explique qu'il est allé aux manifs contre le mariage gay pour expliquer à tout le monde qu'il fallait l'accepter, que lui, il est pour la PMA, il est pour le mariage gay, il dit, lui, il est libertarien en vrai, il l'avoue pas comme ça, mais il est libertarien. Donc à un moment, en fait, il parle à tout le monde, il s'en fout, et donc on dit que c'est un facho. Et moi, je reçois des messages de gens qui me disent tu peux pas recevoir des gens comme ça. Et tu vois, c'est pareil, quand on me dit ça, j'ai envie de dire mais regarde bien. Et regarde bien mes prochains invités parce que je vais faire pire en fait. Parce qu'en fait, oui, c'est garder cette liberté. Mais en fait, si tu deviens le podcast, enfin moi c'est mon avis, hein, et après ceux qui sont pas d'accord, qui m'écoutent pas, c'est ok, je ne force personne. Mais si tu deviens le podcast qui ne reçoit que Jean Covici et les altermondialistes, ben en fait, tu vas pas générer d'audience pour les gens qui ne comprennent pas ça. Moi, je reçois Jean Covici et je reçois des altermondialistes. Mais je veux aussi recevoir Cyril Hanouna. Je veux aussi recevoir des gens qui sont hyper décriés. Pas tous. Il y a des gens qui ne m'intéressent pas. Mais je ne veux pas juste les recevoir parce qu'ils sont décriés. C'est quoi ? C'est l'envie d'entendre leur histoire, en fait. Mais voilà. de comprendre. Ouais, de comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là ? Pourquoi ils font tout ça ? Comment ça marche ? Pourquoi ils sont aussi forts ? Je veux dire, Hanouna, tu l'aimes ou tu le détestes ? Moi, je m'en fous, en vrai, je regarde pas ce qu'il fait. Seulement juste, je note que c'est le plus gros ou l'un des plus gros producteurs de télé en France, que la moitié de la France l'écoute tous les jours sur des chaînes secondaires et que c'est un truc de ouf. Donc à un moment, dire je l'invite pas parce que je sais pas quoi, ben non, c'est pas mon constat. Et tu vois, là-dessus, c'est un des points, et je suis pas un fan inconditionnel de Joe Rogan, mais qui est un des plus gros podcasteurs, c'est que, parce que lui, il est capable d'aller inviter, tu vois, un jour Snoop Dogg sur un épisode extra, et le lendemain, il fait des suprémacistes blancs. Tu vois, ça, j'irai pas. Mais j'ai pas envie, c'est tout. Je vais pas parce que on me l'interdit, tu vois. Voilà. Et comment je vais les chercher ? Comment tu vas les chercher ? Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a plus, alors pas marqué parce que c'est difficile hein, dans les centaines d'épisodes que tu as pu faire, mais qui a vraiment eu un impact, où en sortant du studio, tu t'es dit waouh, là j'ai pris une claque. Parce que forcément, hein, tu as en face de toi des invités qui sont à cœur ouvert, très clairement. J'en prends quasi à chaque fois. Ouais, c'est ça. Tu vois, Pinturo ce matin, si tu regardes les vidéos, je sais pas si ça se verra sur YouTube, je sais pas si ça s'entend un peu, mais il y a quand même un moment. On pleure tous les deux, tu vois. Enfin, on a. Il y a de l'émotion. Ouais. Alors, je suis à fleur de peau en ce moment, mais. J'allais dire, c'est dur parfois. Quand tu sors du studio, il faut encaisser aussi ces émotions-là. Parfois, tu vois, ça secoue. Tu vas avoir un bonhomme comme ça, qui me raconte des trucs très intimes, mais pas privés, hein, juste intimes sur sa pratique du sport, ses difficultés par moment, sur lesquelles je vois les yeux mouillés. Tu sais, à un moment, je lui dis, mais mec. On est d'accord que t'as les yeux mouillés, tu vois, c'est quasi comme ça. Moi, j'étais comme ça, j'avais la gorge comme ça. C'était, enfin, pas affreux d'ailleurs, c'était très beau. Mais voilà, et donc, tu vois, un épisode complètement fou dont on parle tout le temps, c'est l'épisode 206 avec un mec, je crois que c'est le 206, récemment je me suis trompé, j'ai dit 207, qui s'appelle Nicolas Aignan, sur le développement personnel radical. Si tu l'as pas écouté, je t'ai vu chercher dans ta tête. Ouais, là, non, comme ça. Le nom peut-être pas, mais le mec, il raconte comment il a reprogrammé sa relation avec ses parents. Et en fait, il dit des tas de choses complètement délirantes dans cet épisode et des trucs complètement smart, mais de ouf. Street smart, tu vois, de dire en fait, on est beaucoup à avoir une relation avec nos parents qui est une relation de parent-enfant. Mais mec, j'ai 44 ans. D'où tu vas me parler en me disant comment je dois éduquer mes enfants en fait. Il n'y a même pas moyen. Mes parents le font pas, ils sont pas comme ça, j'ai de la chance, mais je vois certains parents de potes, tu vois, t'as envie de dire, mais ce ne sont plus tes parents en fait, c'est plus eux qui t'éduquent, ça c'est fini depuis 20 ans. Donc va leur parler un moment, mais lui il te le dit, hein, va leur parler, va leur dire. En fait, je vous aime, vous m'aimez, c'est ok, mais maintenant, mon éducation, elle est terminée. Tu vois, donc, on est entre adultes. Et après, il faut aussi savoir leur dire des choses que tu penses, mais toujours avec, tu vois, en communication non violente. Quoi. Donc, ouais. Et est-ce que toi, tu écoutes le podcast pas le tien, je ne sais pas si tu écoutes le tien. Voilà. Mais quand je dis, est-ce que tu écoutes comment tu consommes le podcasting ? Est-ce que tu l'écoutes au bureau dans des moments de concentration, dans des moments de sport ? Comment tu consommes ce média-là ? Dès que je peux. Dès que j'ai 2 minutes. Là, tu vois, je suis venu en vélo. Ce n'est pas un partenaire non plus, mais j'ai ce casque Sena. Tu vois ou pas comment ça fonctionne ? Tu l'as vu ? Je connais la marque. Et, tu peux écouter, effectivement. Donc, j'ai mes écouteurs qui sont en dehors des oreilles, donc j'entends la circulation. Là, j'ai écouté Lex Fridman et Yuval Noah Harari. Épisode stratosphérique que j'étais en train de finir là en arrivant, mais mind blowing. Voilà. J'écoute
J'écoute quelques Français depuis quelques temps. J'écoute des gens de nos équipes, Seb Coinon. Parce que Orso Média, c'est combien de podcasts aujourd'hui ? C'est 25, je crois. 25 podcasts. Mais il faudrait qu'on bosse plus dans le sport, moi, je pense. Mais Christopher aussi, d'ailleurs. Mais Seb Coinon, il y a Follow Me de Christopher, justement, qui est vraiment très, très cool comme podcast. Et puis Laurent Dupanier, parce que c'est des vrais trucs d'apprentissage, quoi. Le e-commerce, moi, je m'y connais en surface. Mais en fait... je fais des épisodes sur le dropshipping, tu vois des gens qui transforment un PrestaShop, qui rachètent sur un truc, et puis en fait, ils passent de 300 000 à 30 millions de chiffre d'affaires en un an. Tu te dis, non mais sérieux ? Comment c'est possible ? Ouais. Donc c'est intéressant. Et voilà, mais je suis quand même principalement sur de l'anglais, quand même. Et dans tout ça, le sport, alors quels sont tes futurs objectifs ? Est-ce que tu as toujours une routine sportive ? Est-ce que dans la semaine, tu as tes routines ou c'est un peu en fonction justement de ton emploi du temps ? Non, je crois qu'il faut absolument avoir des routines. Alors, il y a des gens qui sont forts sans, mais moi, j'ai besoin de Sinon, routine. tu zappes. Sinon, tu restes concentré sur... Exactement. Il faut avoir des engagements. Donc là, j'ai terminé mon dernier engagement qui était les 20 km de Paris ce week-end. 2024, tu as déjà positionné quelque chose ? 2024, j'ai un dossard pour le marathon pour tous, pour les JO. Exact. Donc, la Quelle problématique période ? est d'être... C'est quelle période ? C'est genre 12 ou 13 août. Déjà, c'est marathon plein été, il risque de faire chaud, mais c'est le soir. C'est le parcours des JO, donc c'est Paris, Versailles-Paris, donc niveau dénivelé, un peu dénivelé, ouais. c'est compliqué. Mais c'est surtout en plein mois d'août, au moment où je suis généralement en vacances. Donc il y a une petite tractation à avoir intrafamiliale. Une négociation. Voilà. Je veux absolument me réengager sur au moins un semi-Ironman. Je crois que j'ai quand même en rêve d'en faire un full un jour, mais il faut que ça j'ai pas le temps pour l'instant. Mais je dois t'avouer que c'est quand même un objectif de vie. Tu veux le cocher ? C'est un truc qu'il faut cocher. Et puis des gens aiment pas trop. Tu vois, ils ont racheté plus ou moins, je sais pas comment on dit, si c'est racheté, mais l'UTMB. Ah oui, des franchises, les franchises de marque, ouais. Mais je trouve que c'est une tellement belle Ironman, marque. Ouais. C'est une tellement belle marque. Et c'est tu vois, t'as des trucs, je sais pas, je crois qu'il y a des trucs, c'est quoi Frenchman ou des trucs faits le Spartan. Ou d'autres trucs, mais l'Ironman, tu vois, il y a le côté un peu aussi que j'aime bien à l'américaine, l'arrivée sur le tapis rouge, les flashs, les machins. Et puis c'est quand moi je m'étais renseigné sur l'histoire de comment c'est né. Il y a une belle histoire derrière. Alors certes, c'est les Américains, mais par contre, leurs gars, il n'y a rien à dire sur leurs gars, quoi. Ça roule, c'est organisé, il y a du monde. Et tu passes. Moi, j'ai reçu beaucoup de finishers, notamment de Nice, qui en parlent les larmes aux yeux, quoi. C'est des vecteurs d'émotions incroyables. C'est extraordinaire. Alors, tu vois, en France, on est bien lotis parce que je pense qu'un ASO fait des choses assez extra quand même. Mais Ironman, tu vois, ASO, c'est bon. Je sais que ça doit être les 20 km de Paris, ils doivent faire le marathon aussi quand même. Bon, le Tour de France, etc. Mais c'est pas une course, en fait. C'est des trucs. Ironman, c'est pas une franchise, tu veux dire. Tu peux pas en faire partout autour de la planète. Ouais. Et donc ça, je pense que ce sera ça. Il va y avoir quelques semis, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien me faire un truc en vélo. J'allais te poser la question justement. Ta plus longue distance en vélo, c'est quoi ? 110 ou 120, je pense. Et tu penses que ta limite, elle est où ? C'est-à-dire que tu penses, si je te dis demain un 300, un 500, est-ce que c'est possible journée, je sais pas. Pas tout de suite. Je suis vraiment de ceux qui croient que si je m'entraîne, je peux aller loin, tu vois. Parce que je peux avoir un défi pour toi. Moi, je peux avoir un défi pour toi. Ok. Sur fin juin, est-ce que tu as quelque chose fin juin ? La difficulté, c'est que si j'ai le marathon après, rouler, alors c'est bien de faire les deux, mais faire beaucoup, beaucoup de vélo, c'est quand même peut-être dur. Parce que fin juin, notamment à l'occasion de Race Cross France, que j'organise pour la 7e édition, il y a un 300. Un 300, c'est déjà une belle distance en vélo, 300, tu vois. Donc là, ma question, c'est si je te trouve un coach, c'est-à-dire que si on t'entraîne, est-ce que tu penses que ça peut être un défi pour toi ? Putain, j'aimerais bien. Et ce serait où ? Mandelieu, Cannes, Nice, pardon. 300 km. Je te positionne, mais précisément, c'est le pied du Mont Ventoux, Malocène. Donc tu commences par le Ventoux directement. Et après, tu glisses jusqu'à la mer et une formidable arrivée à Mandelieu-la-Napoule. À côté de Cannes, justement. Moi, mon point faible, c'est que je suis un peu trapu et tout, c'est le dénivelé. C'est sûr que je ne suis pas un bon grimpeur. Putain, est-ce que je dois m'engager sur ce défi ? En tout cas, ça me chauffe. Écoute, ça me chauffe. Tu l'as en tête. Ouais, non, ça me chauffe. Voilà. Et l'histoire du coach, ça me chauffe aussi. Tu vois, un des trucs que j'aimerais faire, c'est un Paris-Le Touquet.
J'ai pas le. C'est combien de bornes d'ailleurs à Paris Touquet? En fait, ça fait 200. Je pense que ça fait 220. Enfin, si tu passes pas par l'autoroute tout droit qui coupe. Moi, j'adore le Touquet. Pendant 6 ans, on a donné le départ de Race Cross France là-bas. Et franchement, j'adore cette ville. Et je pense que ce serait un bon truc, tu vois, 200, 220. Ouais, c'est bien. Ça change une journée. Ouais, c'est ça. Tu pars tôt le matin, tu te fais une bonne bouffe au milieu, t'arrives, tu bois une bière, t'es content. Faut juste espérer que le vent soit favorable. Dans le bon sens, ouais, c'est ça. Sinon, ça peut être un peu plus long. Mais en tout cas, c'est une belle distance. J'ai un truc, c'est que. Déjà, il faudrait que je m'achète un beau vélo parce que je suis un peu barre de fer. Mes vélos, ils sont ok, mais mon premier vélo, c'est un Condor que j'ai mis au Touquet maintenant, qui est une belle marque. Condor. Très belle marque. Et en fait, j'ai voulu, après l'avoir flingué à l'Ironman, je suis allé chez un marchand à Paris, je tairai son nom, mais je crois vraiment qu'il a voulu me la faire à l'envers. Il m'a dit ton groupe Campa, faut le changer entièrement. Il y en a pour 1 800 €. Je suis allé au Touquet, les mecs m'ont changé 2 trucs, il y en a eu pour 100 balles. Donc je t'avoue que il était plutôt dans l'ouest parisien, je dirais, en dehors de Paris, je dirais pas plus. Ça m'a saoulé. On m'a offert du coup entre-temps le cube d'un de mes copains. Mais je crois que c'est un petit vélo, il est carbone quand même. Mais c'est une belle marque. C'est une belle marque, mais j'aimerais bien me claquer un beau, je sais pas, un BMC, un truc à... Aujourd'hui, dans le monde du vélo, si tu suis, il y a des très très beaux vélos. Ouais. Puis tous les accessoires qui vont tout, les roues qui font aussi beaucoup. Ouais. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que tu les fais on m'a dit qu'il y avait je crois un Américain, je sais pas où il est placé, dans le sud de Paris, qui faisait les réglages, mais des réglages de vélo de ouf. Moi, je me fais des tendinites. Alors, moi, je peux te genou, conseiller... là, c'est le vélo, on est d'accord, qui fait ça devant le genou. Généralement, ça peut être le recul de selle, mais je te conseillerais le groupe Mohawks, qui est à Taverny. Putain, faut se le faire. Ouais, mais par contre, là, je te donnerai les coordonnées de Nicolas, qui gère ça. Franchement, c'est génial. J'aimerais tu ressors, tout est positionné de la cale. Parce que c'est ça le problème sur les études posturales. C'est que certains, ils vont jouer que sur ta hauteur de selle ou ton recul de selle. Ça ne change pas grand-chose. Mais là, dans cette salle-là, où il y a eu un gros investissement qui a été fait, je te donnerai les coordonnées. Là, je pourrais te mettre en relation avec Nicolas du groupe Mohawks. Mais pour le coup, c'est une très belle étude. Et surtout, tu ressors, tu es vraiment posé sur ton vélo. On n'a pas joué juste uniquement sur ton recul de selle. On pourra en parler pendant des heures. Juste sur les datas, parce qu'effectivement, il y a les 2 montres, je t'ai souvent vu avec. C'est quoi? C'est que tu traques des choses avec ces 2 montres. Tu traques ton sommeil, tu traques tes pas. Il y a un concours dans ta boîte à celui qui fait le plus de pas. C'est quoi? Non, c'est vraiment pas un concours. C'est vraiment par rapport à moi-même. Mais c'est vrai que je suis assez... En fait, pour moi, je ne suis pas transhumaniste. Je ne suis pas contre non plus. Je pense que... En revanche, je pense que... Je pense qu'on va arriver dans une phase dans les prochaines années. Je pense qu'on pourrait techniquement y être déjà. Que j'ai réalisé récemment qu'en fait, tout le monde fabule sur le fait d'avoir des puces sous la peau. Bon, toi, tu as 2 puces sur la peau. Tu as d'un côté une Apple Watch Ultra, c'est ça. Et de l'autre côté, un bracelet Whoop. Whoop, c'est ça. Ouais, j'ai pas le capteur Super Sapiens. Il faut que tu m'expliques pourquoi tu as les 2 après. Mais, donc moi, j'ai cette Garmin qui est vraiment... cool, je crois, enfin c'est une bonne montre, et en fait le capteur il est sur la peau en fait, donc on commence déjà là-dessus. Ce que je trouve fou, c'est qu'en fait on n'arrive pas chez le médecin avec comme en fait ta voiture quand même aujourd'hui depuis quelques années, le mec qui te la branche, il fait un diag. Là t'arrives chez ton médecin, il prend ton pouls, mais ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'il faut, c'est pas le prendre ton pouls à l'instant T, c'est d'avoir ton... Moi, mon pouls, il peut l'avoir sur les 2 années, sur les 10 années passées. Enfin, tu vois, mais très clairement. Et donc aujourd'hui, en fait, tu peux avoir tu peux, mais c'est pour ça que j'ai le bracelet Whoop, c'est que tu peux avoir la variabilité de ta respiration la nuit. Oui. Et donc le VFC, c'est pas ça, non. Oui, c'est de ce style-là, et comme ça te dit, là, il se passe un truc. Et une fois, quand j'ai eu le Covid, tous tes voyants sont en rouge en fait. Y a pas photo. Mais tu vois, en plus, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit. Oui. De te dire ça parce qu'ils déjà ils veulent pas prendre cette responsabilité parce qu'ils ont peur que tu remplaces, que tu prennes ta montre pour un médecin et qu'un jour si t'arrive un truc tu te retournes contre Garmin, contre machin. Ouais. Donc ça c'est super agaçant. Mais moi j'aimerais bien à un moment pouvoir signer des charges et dire dis-moi quand il se passe quoi et quand il faut que j'aille voir chez le médecin, quand il faut que j'aille voir faire la révision. Ouais, mais ça devrait être le présent. Et donc moi j'ai un peu de ça, je me dis j'enregistre mon backlog. Au moins pour l'avenir, pour pouvoir dire. Tu le fais d'ailleurs, tu le fais pour ça. Je me dis. C'est intéressant. Et après, alors il y a des pour des contre, il y a des trucs où je me suis rendu compte que de temps en temps, ma Garmin le matin me dit
vous avez passé une mauvaise nuit. Et là, j'avais l'impression d'avoir très bien dormi, donc ça me flingue ma journée. Ça m'est arrivé récemment. Non, mais en vrai, ça y est, je suis passé au-delà, mais maintenant, ça me fait plutôt sourire. Cela dit, il y a aussi l'inverse, où des jours où j'ai l'impression de mal dormir, et il me dit que j'ai fait une très bonne nuit, et ça me remet, voilà. Ouais, alors notamment sur le sommeil, moi, c'est mon sujet du moment. Hein. Je dors très très mal en ce moment. Beaucoup d'insomnie, beaucoup de projets. Donc en fait, j'ai l'impression, au moment où je ferme les yeux, que je prends un catalogue de toutes mes idées en même temps, et c'est assez compliqué. Et donc le sommeil m'interpelle. Et parfois, ça se joue à une demi-heure. Le coucher, tu le décales d'une demi-heure ou 45 minutes. Tu vas passer au vert alors que tu aurais été à l'orange, voire au rouge. Et ça se joue à pas grand-chose. Moi, hier, j'ai fait ça, l'erreur tradie, où j'étais en train de m'endormir et puis j'ai lutté un peu pour lire un truc. Et puis, en fait, une fois que j'ai passé mon train, j'ai mis 2 heures à m'endormir après. Mais cela dit, tu vois, qu'est-ce que je voulais dire, le sommeil, typiquement, quand tu bois, tu vois, c'est là où tu vois, moi, je vois que ma montre... Ça a un impact. Ah, mais elle me grille tout de suite, quoi. Le lendemain, elle me dit, t'étais bourré. Non, mais elle me dit, tu vois, je peux faire une nuit de 7 heures ou 8 heures. Elle me dit, vous avez mal dormi, tu vois. Alors que là, la nuit dernière, je dormis même pas 6 heures. Elle me dit, vous avez très bien dormi, réparé. Ouais, l'alcool a un impact, effectivement. C'est une des recommandations sur le bracelet Whoop qui te donne quelques astuces comme ça et on te dit ne pas boire l'alcool avant d'aller vous coucher. Mais quelle est la différence ? Pourquoi qu'est-ce que fait ton bracelet Whoop que ne fait pas ton Apple Watch ? Parce que ton bracelet Whoop, déjà, ne te donne pas l'heure. Non, ça me donne pas mes messages. Mes notifications, j'ai accès à plein d'applications que je ne pourrais pas avoir avec le bracelet Whoop. Le bracelet Whoop, c'est vraiment hyper précis sur la gestion du sommeil, de l'effort, la variabilité cardiaque. Puis après, je pense qu'il y a aussi un tas de fonctionnalités, comme avec un smartphone, que tu n'utilises pas parce que tu ne sais pas les utiliser. Mais la différence, c'est que le Whoop est hyper précis sur le sommeil. Hyper précis sur le sommeil et sur l'activité physique. Et l'Apple Watch, c'est pour... l'activité du quotidien, on va dire, sur lequel même l'Ultra 2, tu peux même plugger tes capteurs de puissance sur ton vélo. Tu peux les plugger directement à ton Apple Watch. Elle est magique, l'Ultra, elle est vraiment très très belle. C'est sûr que... mais cela dit, en effet, je crois qu'il y a des différences de capteurs. Un expert là-dedans m'a dit que récemment... pas Withings, je crois que Withings est pas mal, mais comment il s'appelle ? T'as les bagues aussi, t'as des bagues Fitbit. qui donnent... oui, c'est ça. Mais Fitbit était vraiment très très pointu sur notamment le sommeil, quoi. Mais j'ai fait quelques années sur Fitbit, c'était bien aussi. Mais moi j'aimerais bien. T'as aussi des bagues qui te donnent les pulsations, très précis au niveau des pulsations cardiaques. Mais les datas aujourd'hui font partie de notre quotidien, très clairement. Mais donc c'est ça, moi je me dis en fait j'ai pas envie. Tu vois, Pinturo, c'est ce que je lui dis ce matin en fait. Je lui dis mais... Alors, il est sponsor Richard Mille, il a une montre à 300 000 balles au poignet. À chaque fois, je veux les enfiler quand même parce que ça me fait un peu rêver. Mais je lui dis, moi, ça me semble chelou qu'un mec comme toi ait pas en permanence un tracker sur lui. En fait, c'est ton job, mec. Le sport, la santé. Ouais. Oui, non, mais tu vois, il devrait tout savoir. Avoir son backlog sur tout le temps. Et il l'a pas. Non, il me dit, je le fais quand je fais du sport, mais en fait, non. Et il me dit, je dors bien et tout. Ouais, mais ça vient peut-être du sport aussi, parce que tu demandes ça à un pilote de Formule 1 qui sont hyper précis sur des datas ou ce genre de choses. Lui, probablement qu'il a tout son historique de ses activités physiques, de ses battements, alors qu'un skieur, en termes de données, c'est vrai que pour eux, c'est assez limité quand même les datas dans leur discipline. Non, mais pour voir aussi comment les mois sont passés avant, ils devraient enregistrer tout, les calories, les choses comme ça en fait. Intéressant. On va écouter ça. Je t'avais dit que le podcast durait 1 heure. Ça fait 1h45 qu'on est là. Tout va bien. Bienvenue dans mon monde. Quels sont tes futurs projets aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui ? En dehors, alors dans le business, sont les projets actuels. J'ai une ou deux idées de ce que j'aimerais faire. On parle avec. Tu vois, j'aimerais continuer à promouvoir l'entrepreneuriat, le fait que des valeurs qui me sont vraiment très chères, à la différence des animaux, l'homme peut faire beaucoup de choses, changer le monde, changer le cours de plein de choses, et donc il faut... et donc ça, on a des projets en télé potentiellement, des choses comme ça, donc qui se rapprochent. Je travaille sur la Martingale, qui est mon 2e podcast sur les finances perso, un projet autour j'aimerais faire une sorte de TripAdvisor des finances, donc... quels fonds, quels prestataires, quelles banques, quels frais, quelles performances, etc. Avec potentiellement j'ai toujours plein d'idées là-dessus. Et après, j'aimerais être meilleur dans ma vie en général. Tu vois, il y a un truc dont on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de business, de sport, de vie perso, de famille aussi souvent. Moi, je suis assez mauvais sur mes potes, par exemple. Ça fait quelques années que j'ai fait une croix sur mes potes.
Et honnêtement, ça m'emmerde un peu. C'est un peu le truc facile, tu vois. En fait, tu vas pas lâcher tes enfants, tu vas pas lâcher ta femme, tu vas pas lâcher ton mari, tu vas pas ton business, etc. T'as 40 ans, les potes c'était bien, t'as donné beaucoup de temps, entre 20 et 30 ans. On se reverra dans 10 ans, les gars. Salut. Et j'aimerais bien juste à un moment, j'ai 1 ou 2 week-ends, on fait des sorties, le sport nous rapproche, mais j'aime bien aussi avoir mes moments de sport solo. C'est un des rares moments où je suis solo, donc j'aime bien. Ça te permet de générer de nouvelles idées, ou de creuser un peu tes idées. Ouais. Tu fais partie de ce genre de personnes qui, quand tu vas faire du sport, tu t'arrêtes, noter l'idée pour ne pas l'oublier, ou est-ce que tu arrives à synthétiser comme ça en fin d'entraînement toutes les pensées Non, alors aussi je vide un peu. En revanche, comme j'écoute des podcasts, ce que je fais plutôt, c'est que c'est un de mes auditeurs qui m'a donné cette idée-là, Alexandre Belliti. Je fais des captures d'écran du podcast dans lequel je suis pour avoir la minute et le moment pour y revenir après. Donc là, sur Yuval Noah Harari, j'en ai 4 ou 5 des arrêts sur lesquels je sais qu'à ces moments-là, je veux réécouter pour reprendre des notes. Donc ça, je fais ça. Ça m'arrive de faire des vocaux quand même, hein. Donc en vélo et tout ça, de dire ok Google, ouvre-moi l'enregistreur, je sais pas quoi, mais ça marche pas très bien d'ailleurs, hein, ni sur Google ni sur Siri, mais j'en ai quelques-uns, je m'envoie des messages WhatsApp à moi-même, ça m'arrive aussi, mais non, dans l'absolu j'aime en fait juste je décharge, quoi. La natation, pour ça c'est magique. La natation, je mets pas d'écouteurs, je mets rien, je peux partir 1 heure nager. C'est ton moment. Ouais, c'est méditatif en fait. Ouais, complètement intéressant. On va arriver sur la fin de l'épisode. Mathieu, c'est quel conseil, quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent? Ce sont principalement des sportifs qui t'écoutent. Ouais. En grande partie. Ouais. Vous le savez sur le sport, je pense, mais moi je crois que ce que j'ai appris de tous mes invités et ce que j'apprends de plus en plus, c'est que déjà faut avoir zéro complexe en fait, et la seule personne qui peut t'empêcher d'avoir une belle vie ou une mauvaise vie, c'est toi-même. Et donc moi j'apprends à être de plus en plus heureux, à faire de plus en plus de choses qui me plaisent, à arrêter les choses qui me plaisent pas, à accepter mes défauts, mes qualités. Tu vois, je fais plein de choses, donc qu'est-ce qui se passe ? Je suis à peu près mauvais ou moyen partout. Il y a un truc dans lequel je suis bon, c'est le podcast, je crois. En tout cas, ça marche. Mais après, c'est jamais d'acquis. Et puis, il y a des gens qui en ont marre de mes podcasts, comme moi. J'ai des podcasteurs que j'ai écoutés pendant des années, puis j'arrête parce que ça me fatigue. Et pourtant, ils cartonnent sur d'autres personnes. C'est OK. Mais voilà, juste se rendre compte que la différence entre être heureux, être malheureux... en fait, c'est des choix qu'on doit faire personnellement. C'est un moment, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des gens qui ont des vraies maladies, et ça, c'est encore autre chose. Je parle aux autres, moi, mais moi, je suis quelqu'un qui me bat pour, et idéalement pas trop contre. Ça m'intéresse pas. Tu vois, toutes les histoires je sais pas moi, de syndicats en France, de choses comme ça. En fait, il y a un moment, je dis, mais t'es pas heureux dans ton job, mais va ailleurs, quoi. Te bats pas contre ton patron, en fait. Ça sert à rien. La vie est trop courte, quoi. Et donc après, c'est bien, il faut de ça aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent, surtout qu'il y a des patrons qui sont des gros cons. Mais voilà, donc battez-vous pour. Soyez ambitieux. Et ambitieux, ça veut pas dire... Oui, en France, ça peut être un gros mot. Ambitieux. Non, mais c'est pas un gros mot. Non, mais soyez ambitieux, respectez ou valorisez votre ego. Mais ambitieux, ça peut être... soyez ambitieux pour être le meilleur... projets, ouais. Non, mais pour être le meilleur papa ou la meilleure maman, si c'est ça votre ambition. Si t'es dans une mairie et que ton kiff, c'est d'être le meilleur... En revanche, voilà, soyez pas... maussade, petit, médiocre, en fait. C'est chiant. La vie est trop courte pour ça. Donc voilà, dans le jardinage, dans ce que tu veux, mais faites les choses à fond, quoi. Parfait, la vie est trop courte pour ça, je retiendrai ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Arnaud, c'était un grand plaisir d'être avec toi, de te rencontrer en vrai après toutes ces années. Et moi, le plaisir était pour moi. Je vais dire à tout le monde juste un truc important pour Arnaud, c'est s'abonner, parce qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts et qui ne s'abonnent pas à la fin, donc vous cliquez sur s'abonner, vous êtes sur Spotify, sur Apple, etc. Et l'autre truc qui a fait la différence pour moi, sur Génération Do It Yourself, si c'est pas celui-là parce que vous êtes juste bloqué sur votre vélo avec moi depuis tout à l'heure et que vous n'avez pas pu mettre next, je suis insupportable, c'est pas grave, c'est ok. Mais si c'est un autre épisode, vous le partagez épisode après épisode, vous dites pour Arnaud, je vais partager à 2 personnes. Moi, je me suis rendu compte que
ma plus grosse source de trafic sur Génération It Yourself, c'était WhatsApp. C'est ni LinkedIn, ni Insta, ni tout ce que tu veux, c'est WhatsApp. Les gens partagent mes épisodes et je leur demande en fait, mais même maintenant ils le font naturellement. Donc pensez à 2 personnes, ou 3, ou 4, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne le font pas, donc à qui vous pouvez partager cet épisode en disant tiens ça devrait te parler, ou le prochain, et vous ferez, c'est la vraie bonne action que vous pourrez faire pour Arnaud. Un grand merci pour ça. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.